Hello la team, comment ça va Capet? Bah écoute, ça va, bonne année. Bonne année. Bonne année à toi, bonne année à tout le monde, bonne année 2026 avec un marché qui démarre bien. On va en discuter d'ailleurs. Est-ce qu'on a un bottom, Pissou? J'espère, en tout cas sur BTC ça y ressemble, sur BNB ça commence à ressembler à quelque chose, sur Hype aussi, donc bon après de là à dire que c'est un bottom, franchement c'est compliqué. C'est court, c'est un peu prématuré, mais Je sais pas, parce que ça fait quand même un bon mois qu'on range sur BTC. Ça fait un peu plus d'un mois, un mois et demi. Donc, en termes de temporalité, à court terme, c'est pas impossible. Pour l'instant, je me suis pas encore repositionné véritablement. Et je sais pas, j'y vais mollo. Le marché, il m'a un petit peu. C'est pas qu'il m'a dégoûté, mais je trouvais moins excitant dernièrement. Il y a pas mal de choses qui m'ont un petit peu. C'est pas vraiment démotivé, mais genre ça m'a pas vraiment hypé quoi. Genre, je pense que la dernière chose en date c'était Lighter avec le TGE. Où, au final, on va en parler. bah ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu aussi un bel airdrop, donc c'est cool. T'es content par rapport au temps, par rapport aux frais? T'es content de l'airdrop, toi, en tant qu'utilisateur? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'avais fait, je sais plus combien j'avais fait, mais j'avais fait genre facile 300, 400 millions de volume. Truc comme ça. Et j'étais genre sur une partie de ce volume-là, j'ai payé. Enfin, sur une grosse partie de ce volume-là, j'ai payé. Et au final, j'ai réussi à en sortir positif, malgré le fait de payer des frais. Mais j'ai pas l'impression qu'au moment où j'ai farmé, Lighter récompensait vraiment le trading pur, et il récompensait beaucoup plus, j'ai l'impression, le low point interest et les positions statiques. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vu des gens avoir un peu moins de points que moi ou le même nombre de points que moi en faisant infiniment moins de volume, tu vois. Et du coup, j'étais en mode genre, malgré le fait que je paye des fees, peut-être, mais enfin, moi j'ai arrêté de farmer. Enfin, en gros, moi j'ai farmé genre peut-être 2-3 semaines max. J'ai fait beaucoup de volume et je me suis positionné super haut. Mais c'était pas. Je sais pas. Après, pour les gens qui ont eu l'airdrop, qui l'ont farmé, etc., je pense que la majorité des gens sont contents. Surtout les gens qui ont des portefeuilles moyens et enfin, modestes ou enfin, quand je dis moyen, c'est pas genre énorme ni trop petit, quoi. Mais je pense que la plupart des gens sont contents. Mais ouais, comme quelqu'un le dit dans le chat, sur Lighter, là, c'est la durée des positions et les paires tradées qui comptaient. Moi, j'ai beaucoup tradé BTC. J'ai fait beaucoup de volume sur BTC, etc. Mais je pense pas que c'est ce que l'exchange valorisait. Après, j'étais aussi dans le LLP. Donc voilà. Mais bon, moi, c'est un très bel airdrop, mais ça n'a pas changé ma vie pour autant. Et après, ce que pour moi, ça montre, c'est que, enfin, jusqu'à maintenant, beaucoup de gens avaient genre des attentes et du coup, on savait pas trop quoi penser de comment les perp dex allaient être valorisés, et genre de comment ça allait sortir, etc. Pour moi, la grosse leçon à tirer de ça, c'est que Lighter, c'était le plus gros concurrent à court terme, court moyen terme de Hyperliquid depuis Aster. Et malgré que ça a été le plus gros concurrent, au final, ça a été valorisé 10 à 12 fois moins. Ouais, un peu moins, je crois, là. 10 fois moins. 10 fois moins FDV que HL. Alors, évidemment, quand on compare à HL, tout est petit d'une certaine manière, parce que HL, c'est vraiment énorme et tout. Mais plusieurs leçons que j'ai tirées de tout ça. La première leçon, c'est que je pense... alors, bientôt, on va peut-être m'insulter dans le chat, mais je pense que les airdrops sur les autres decks, ça vaudra rien. Ou en tout cas, quand je dis ça vaudra rien, c'est que ça va être forcément plus petit que Lighter, de ma perspective, à part si on a des conditions de marché qui sont exceptionnelles et que genre ça se réveille. J'ai du mal à croire. Mais du coup, tout augmenterait, ça serait pas spécialement un projet spécifique, en fait, tout montrer. Ouais. C'est ça. Donc moi, j'ai pas l'impression que les nouveaux decks vont être plus valorisés que Lighter. Je pense qu'ils vont être valorisés 2, 3 à 4 fois moins que Lighter, probablement. Et du coup, si on part de ce principe-là, on se rend compte que ça va être des airdrops qui sont quand même intéressants, surtout pour les gens qui, par exemple, font du delta neutral ou gardent des positions longtemps ou font ce genre de choses.
mais que c'est pas ça qui va... Enfin, tout le monde veut farmer le prochain Hyperliquid et tout, et au final, quand tu prends un peu de recul et que tu te rends compte combien de supply HL a encore à émettre, je crois qu'il y a 38 ou 40% du supply encore en récompense. 38 ou 40% de 26 milliards, ça fait un truc comme 10 milliards. Lighter en airdrop, 600 millions, 700 millions, un truc comme ça. Donc en fait, 25% de 3 milliards. Ouais, c'est ça. Donc 700 millions à peu près, 650, 700. 750. Et du coup, en fait, tu te rends compte que, je sais pas si HL va airdrop cette année, etc. Mais tu te rends compte que une nouvelle saison de HL, ou en tout cas un airdrop rétroactif, ou ce genre de choses, je sais pas si ça arrivera, quand ça arrivera, peu importe, mais risque de beaucoup mieux payer que Lighter, en fait, parce que, en gros, disons que ils ont encore 10 milliards de valeur à émettre HL, et disons que ils font un airdrop de 5-10% de ce qui reste à émettre. Ça veut dire que ils airdropperaient l'équivalent de ce que Lighter a airdrop pour 25% de son supply. Donc en fait, l'upside, genre de trader sur HL, pour moi, à terme, il est vraiment infiniment meilleur. Et c'est ce que je disais déjà à l'époque. Je disais que, voilà, après, il faut garder en tête que sur HL, c'est probablement plus dilué, qu'il y a probablement plus de gens. Il faut aussi garder en tête que si vous utilisez HL, vous payez des frais, donc c'est différent. Mais je pense que aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est facile de faire pump des données de volume, etc., quand il n'y a pas de frais qui sont alignés dessus. Et par contre, les données où genre il y a qui ont plus de valeur, comme l'open interest, typiquement, ça c'est un peu, enfin c'est plus dur de tricher dessus, et on voyait que Lighter était déjà largement en dessous. Donc je pense que HL va faire enfin s'il y avait un airdrop ou s'il y avait des incentives à l'avenir, je pense qu'elles seront très récompensants. Le problème de tout ça, c'est, moi, mon avis, c'est que HL ne va jamais airdrop à un moment où hype est faible, en fait, en termes de prix, ce qui l'est actuellement, relativement, j'ai envie de dire. Et du coup, très compliqué de timer quoi que ce soit sur HL. Je comprends aussi que pour la majorité des gens qui ont pas trop envie de rentrer dans ce truc-là et qui aiment pas payer des frais, il y a beaucoup de cas où l'exécution va être meilleure sur Lighter, etc. Surtout s'ils n'ont pas tendance à faire du trading intensif avec de la size, etc. Donc c'est pour ça que je pense que les gens s'y retrouvent avec Extended, Paradex et tout ce qui arrive. Mais moi j'ai du mal à voir comment ces choses-là vont être valorisées, parce que en fait au final, je pense pas qu'on va avoir 40 airdrops de la même taille que Lighter. Et au final, s'ils font tous la même chose que Lighter d'une certaine manière, c'est-à-dire genre pas de frais, d'experts, etc., au final, les gens vont pas utiliser 10 000 produits non plus. Pour moi, il y a 1 à 2 produits qui vont rester. Et du coup, pour moi, HL va rester. Ouais. Et du coup, la question, c'est, est-ce que Lighter va se faire dépasser? Ça, pour moi, c'est une question qui est intéressante. Bah écoute, je te coupe la parole sur ça. Le sujet en ce moment, c'est buyback. De toute façon, on va parler de buyback dans cette émission. Et je pense que tu l'as vu sur Twitter, c'est buyback, c'est bien, mais c'est pas magique. Surtout si le projet sert, entre parenthèses, pas à grand-chose par rapport aux autres, et surtout si son token ne sert pas à grand-chose par rapport aux autres. Moi, Hyperliquid, de l'extérieur, je vois quoi? Je vois que ça sert... t'en as besoin pour déployer les HIP3. Tu as le staking qui vaut ce qu'il vaut. Tu as les réductions de frais. Parce qu'il y a des frais. C'est ça. Tu as les gaz on-chain. Tu as les gaz sur le VM. Ouais. Ça. Parce que sur Core, tu n'as pas. Et quand tu regardes Lighter, tu as des réductions de frais pour les professionnels, du coup, de ce que je comprends, puisque tu n'as pas de frais pour les particuliers. Tu as apparemment une logique de flux de prix, ou si tu veux avoir accès à des prix en temps réel, des flux de prix en tant que professionnel, tu peux payer. Ouais. T'as des délires de staking, mais en fait, peut-être que je suis biaisé, peut-être que tu m'as trop eu avec ton Hyperliquid, mais en tout cas, pour moi, je suis en mode, ouais, bon. En fait, okay. Désolé de te couper, mais je voulais montrer un tweet que j'ai fait récemment. Je vais vous le remettre dans le chat. En fait, alors évidemment, c'est un tweet... en gros, c'est un mec... alors, pour faire simple,
le tweet que je vous ai envoyé, il redirige vers un article où en gros il y a un mec qui est quant et qui est market maker et qui fait de l'activité crypto depuis très longtemps, qui explique justement pourquoi en fait la structure de Robinhood pour les cryptos ça ne marche pas. Et en fait ça ne marche pas pour plusieurs raisons, notamment le fait que en fait si tu analyses les revenus de Robinhood, en fait, tu te rends compte que en fait, ce qui fait gagner de l'argent à Robinhood, c'est le fait d'avoir des frais, mais sur les cryptos et pas sur les stocks. Et c'est le fait de générer du rendement sur les balances qui sont inactives, où les gens ne font rien, en essayant de générer du rendement dessus avec des obligations ou d'autres produits, et de prendre un cut dessus. Donc au final, ce qui rapporte de l'argent à Robinhood, c'est justement là où ils mettent des frais. Et genre, le fait de ne pas avoir de frais, c'est une certaine manière une sorte de moyen de ramener des users, exactement. Ouais. Mais c'est pas viable et ils sont obligés de développer des produits autour de ça qui génèrent de l'argent. Et le truc, c'est que les fees sur les cryptos, Lighter va pas pouvoir le faire. Peut-être qu'ils vont mettre des fees sur les stocks, mais du coup, ce serait pas très cohérent et je pense pas qu'ils vont le faire. Et donc là, après, où tu fais du rendement, c'est sur le rendement ou sur les balances de stablecoins qui ne bougent pas, qui ne font rien, où ils peuvent le placer pour toi et faire du rendement, mais en même temps, pour Lighter, c'est compliqué. Et du coup, en fait, le truc, c'est que, genre, oui, et en plus de ça, le problème, c'est que, genre, les market makers, eux, ils ont envie de market maker sur Lighter parce qu'ils étaient payés, en fait. Factuellement. Ils étaient payés, genre, je crois, Jump, c'était quoi? Ils s'étaient payés 500 000 balles par jour, si tu regardes par rapport à ce qu'ils ont eu. Entre le moment où ils ont commencé et l'airdrop, ils s'étaient à payer à peu près en moyenne 500 000 balles d'incentive par jour pour market maker sur Lighter, là où Lighter gagnait entre 100 et 200 000 balles par jour. Donc, c'est-à-dire que, et ça, c'est juste Jump, je crois. Mais du coup, ce que ça montre, c'est que, en fait, les gens, les market makers ont envie de se positionner sur ce genre de plateforme parce qu'ils sont récompensés à market maker dessus. Mais qu'est-ce qui se passe quand, soit ils sont plus récompensés, soit deux, si les récompenses baissent à la fois en termes de montant de jetons ou en montant de valeur dollar, parce que peut-être que le lit, il va baisser en valeur et du coup, la valeur d'incentive vont aussi baisser pour ces market makers-là, tu vois. Et du coup, ce que ça fait, c'est que si au final, ils sont plus si gagnants à market maker sur ces plateformes-là, soit ils vont market maker avec des prix qui sont beaucoup moins proches de la réalité. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir leur spread et du coup, ça va déprécier l'exécution pour le user final. Soit ils vont juste se retirer, en fait. Donc, le truc que ça montre, c'est que je pense option 2, moi. C'est pas soutenable dans le temps pour les market makers de se positionner sur des plateformes comme Lighter. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Là encore, ça va, l'exécution est bonne, etc. Mais qu'est-ce qui se passe à horizon 6-12 mois, par exemple, sur la qualité d'exécution, une fois que la hype est redescendue, que les incentives baissent? Est-ce que les market makers ont toujours envie de se positionner? Alors, vous pourrez me dire que s'il n'y a pas de frais, même s'il y a des spreads plus larges, l'exécution peut être meilleure. Mais faut voir. Mais en tout cas, c'est des questions à se poser. Et je dis pas ça en mode hater, je dis ça en mode on se pose des questions, on remet en cause ce qu'on nous dit. Parce que, évidemment, c'est trop bien de dire il n'y a pas de frais, le produit est incroyable, etc. Et genre, d'un point de vue user final, c'est exactement ce que tu veux voir. Tu veux voir une bonne exécution et tu veux payer moins de frais ou pas de frais. Mais il faut aussi se poser des questions sur à quel point c'est soutenable pour le business et à quel point ça va avoir un impact aussi sur les revenus, sur la qualité du produit et sur la valorisation du produit et du protocole à terme, en fait. Et je dis ça en ayant farmé, en ayant un airdrop, etc. Et évidemment, je suis biaisé dans le sens de HL, mais je ne sais pas à quel point ça va pouvoir tenir dans le temps. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais extrêmement attention à ça. Moi, je pense que juste, ils vont sauter de plateforme en plateforme. Tu vois, là, c'était Lighter. Et puis peut-être qu'après, ça va sauter sur Extended, sur un Paradex, sur un autre, qui vont prendre ce qu'il y a à prendre, qui vont garder un peu... Ils vont toujours garder une certaine proximité au début pour garder la température. C'est pas tu prends ton airdrop et tu pars comme un voleur, tu vois. Mais pas d'acharnement pour autant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la liquidité ici, sur ces Perpdex avec zéro frais, est mercenaire. Donc, cette liquidité ne reste pas à moyen long terme. Et donc, que ces produits-là vont mal se valoriser dans le temps. Et donc, que tu farmes, tu dumps et tu passes à autre chose. Mais le truc, c'est que si les gens, ils farment, ils dumpent, ils passent à autre chose, ils vont le faire 1, 2,
3 fois, ils vont gagner de moins en moins, et en fait, au bout d'un moment, ils vont juste arrêter, et au final, pour moi, c'est HL qui va tout rafler dans ce sens-là, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je réfléchis dans ce sens-là. Donc après, tout n'est pas acheté. Lighter ont un bon produit et tout, mais genre, moi, j'ai trouvé ça ouf. En plus, genre, mec, les retraits, je sais pas si t'as vu le jour de l'airdrop, tu pouvais pas retirer. Genre, il y avait une capacité qui était limitée. Ensuite, ils ont rajouté des frais pour retirer. Et ensuite, alors là, c'est vraiment la polémique. Je trouve qu'on en a pas assez parlé, mais Lighter, ils ont donné genre facile 10-15% ou 20% même peut-être plus, du supply qu'ils ont airdrop aux copains, quoi. Avec des deals privés. T'es sûr que c'est 10 ? Alors, j'ai vu des tweets à ce sujet-là. Pour Jump, il est question de 5 millions de tokens. Ouais, c'est pas de Jump dont je parle, en fait. Je vais te remontrer ça. Alors, juste en attendant que tu trouves ça, commentaire très intéressant. Vas-y. Bah, désolé, du coup, effectivement, quand Pixiu, on parle beaucoup de Perpdex, mais là, pour le coup, c'était le TGE de Lighter. Donc, si on n'en parle pas, c'est un peu bête, tu vois. C'est le 10e plus gros airdrop de l'histoire, plus gros concurrent d'HL, plus gros layer 2 actuellement d'Ethereum en termes de trafic pur. Faut le noter aussi, hein. C'est littéralement, en termes de trafic brut, c'est... La majorité du trafic sur Ethereum se passe sur Lighter. Donc, on est un peu obligé d'en parler. Et ça annonce un peu la couleur pour la suite. Parce qu'en fait, la méta, c'est quoi ? C'est soit tu as les mêmes coins d'un côté, ok, soit bah, tu as les airdrops et les perpdex. Et en fait, il n'y a que ça qui se passe, quoi. Ouais, mais en fait, en vrai, moi-même, j'ai envie de parler d'autre chose que les perpdex. Mais il y a quoi ? Mais il n'y a pas. Bah ouais. C'est X402. Oui, bon. Paiement, micro-paiement, machin. Alors, tu vois mon écran ? Vous voyez mon écran ? Voilà, c'est ça. Voilà, 10 millions de tokens, pardon. Donc alors, ça fait 1%. je vais vous... Oui, mais c'est 4% du circulating supply. C'est très différent. Ouais. Donc, je vais vous lire le tweet pour ceux qui ne sont pas... Mais ça me permettra de revoir. Donc, l'entité a déposé 5 millions d'USDC dans le LLP, donc qui est genre le vault sur Lighter qui déploie de la liquidité, qui génère un rendement, pendant 9 mois, au travers de 5 wallets, et a reçu 10 millions de tokens Lighter. Ce qui est un chiffre parfaitement rond. Donc déjà, en vrai, c'est un peu bizarre. Ouais. Non, mais factuellement, en excluant les returns que cette entité a eu en déposant dedans, bon, très bien. Mais du coup, ça fait 4% du circulating supply. Mais le truc, le vrai problème de tout ça, c'est qu'il y a plein de gens qui ont déposé genre de l'argent à des moments assez similaires et qui n'ont pas du tout eu ce genre de récompense. Et en fait, la team Lighter, après le TGE, est arrivée et a dit ah oui, désolé, en fait, on vous avait pas expliqué, mais il y a 9 mois, on a fait un deal avec une entité privée qui est pas nous, hein, et c'est pas nos potes, hein, c'est pas du tout nos potes, mais on a fait un deal avec eux, désolé, on vous avait pas prévenu, et en gros, on a décidé qu'on allait leur donner plein de points. Et du coup, ce que ça fait, c'est que Lighter, genre, il y avait des centaines de millions de dollars dans le LLP. Et c'est-à-dire qu'il y a une entité qui a juste déposé 5 millions au tout début et qui a pris 4% du circulating supply. Juste eux, ils ont pris 4% de l'airdrop. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que déjà c'est un cas isolé ? Est-ce qu'il y a que eux ? Est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs ? Et quand tu labellises, c'est difficile à croire, ouais. Quand tu labellises ton 25% de supply pour la communauté et au final que tu te rends compte que bah c'est pas vraiment la communauté et que c'est un deal qui est préétabli, est-ce que tu peux vraiment leur faire confiance ? Et puis derrière Lighter, on dit ah oui, c'est vrai, on a fait un deal, désolé, on vous a pas prévenu. Mais genre, comment ça, tu fais un deal sur les points et t'es même pas prévenu ? Parce que, au final, c'était acté que ces gens-là allaient prendre l'oseille. Et du coup, en gros, ils disaient que, en gros, ils avaient été surrécompensés parce qu'au début, le LLP, ils étaient pas sûrs d'eux. Et puis voilà, que genre, il y avait des risques et tout. Ok, très bien, mais, à ce niveau-là. Et en gros, l'autre dinguerie, c'est quoi ? C'est, alors, je sais pas si je Wallet vais lié à voir. Justinson, non ? Attends, je te l'ai mis. Non. Alors, Tardoyo qui a mis dans ton chat un lien très intéressant. En gros, le truc qu'on a réalisé, c'est que Lighter, en gros, on fait 40 millions de revenus. Et sur les 40 millions de revenus, en gros, ils ont dépensé genre une bonne partie de leurs revenus pour distribuer leur rendement via le LLP. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont gagné, ils l'ont utilisé pour le redistribuer dans le LLP. Ouais. Et booster le vol. Donc, si le vol n'était pas si ouf et qu'elle a été boostée par le revenu, bon, après... En vrai, on va pas se mentir. C'est ce que fait aussi Paradex, hein, si jamais d'ailleurs. Mais c'est ce que fait HL, parce que HL, je crois, il donnait 3 ou 4%. Maintenant, il donne plus que 1. Et derrière, le reste des revenus a plus ou moins été cash out sur Coinbase et on sait pas ce qu'il en est devenu.
Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé ça ouf, c'est que, en fait, genre, même au-delà de ça, ils ont dit le buyback, on ne sait pas quel taux ça va être. Genre, on n'a toujours pas d'informations sur à quel point ça va être buyback. Donc, moi, On en a pas. En fait, je trouve qu'il Tout à fait. il y a des bons Beaucoup points, mais de je trouve zones qu'il y a grises. beaucoup d'interrogations, alors que Ouais. post-TGE, c'est le moment où tu es censé avoir le plus de clarté. Sachant que tu as 26% team, 24% invest ou, ou l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, moi, le founder, quand je l'ai vu parler en space, j'ai trouvé ça abominable. Ah ouais Comment ça, ouais, il parle comme un teubé, il parle lentement. En fait, c'est un mec très malin, mais genre, il n'arrive pas à s'exprimer. C'est horrible à écouter. Alors que, en fait, il a fait un space avec Jez, qui est la personne qui a eu le 9e plus gros airdrop sur HL, tu vois. Et du coup, moi, j'avais un biais super positif par rapport à ce space-là, parce que je me suis dit, Jez, ça va être super intéressant, c'est un crack. Et sur le space, je me suis dit que ça allait avoir des choses intéressantes. Au final, j'ai trouvé ça, ce space dégueulasse. Donc voilà, moi Lighter, je passerai bullish dessus quand les revenus augmenteront, quand on aura plus de clarté sur l'utilité du jeton, quand on aura plus de clarté sur les buybacks. Mais pour moi, c'est un no-go, tout simplement. Ouais. Et en plus de ça, à ce jeu de zéro fees et incentive, maintenant il y a d'autres decks qui ont juste plus d'upside parce qu'elles ont juste pas encore distribué du supply là où Lighter l'a déjà fait. Donc ouais, pas très. Paradex variationnel pour les citer. Ouais, mais moi, encore une fois, je suis grave dubitatif, hein, honnêtement. Je les vois mal avoir une valorisation plus grosse que Lighter. Et après, ça peut être toujours intéressant, mais bon, je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Si vous faites du delta neutral et vous gagnez... En fait, si vous avez des stratégies pour gagner de manière consistante et continue du PNL, pourquoi pas. Mais si vous farmez à perte, je pense que ça vaut vraiment pas le coup. Enfin, si vous farmez en ayant un PNL négatif sur vos stratégies ou votre trading, etc., je pense que ça sert à rien. Si vous farmez ça en mode vous prenez du delta neutre, de l'APY et que vous l'auriez fait sur une autre plateforme ou sur HL, en vrai, ça s'entend grave de le faire sur des plateformes comme ça. Mais autrement pas très intéressé. Et voilà, moi, je pense que la narrative Perpdex, elle va s'essouffler, en gros. Moi, je pense que Later, c'était pas le sifflet final, mais la fin de la hype des airdrops Perpdex. Je pense que ça va Je ne sais pas. Et je pense qu'une autre narrative va se construire. C'est mon bet. Ça, par contre, c'est très possible. Mais du coup, bon, je connais déjà la réponse, mais je te pose la question quand même. Il y a une hype autour de la privacy, que ce soit Darkpool sur Stardex et puis toutes les technos qui sont en train de se mettre en place sur Paradex, justement aussi. Toi, tu penses que ça vaut quoi, cette hype privacy? En fait, la réalité, c'est que je sais, c'est compliqué. Moi, le sentiment que j'ai, et là où je trouve que certains ont quand même raison, c'est que c'est bien d'avoir un système un système qui est ouvert, où genre tout est transparent et tout. Mais moi, je veux pas vous mentir, ça commence à me péter les burnes de faire des achats ou du trading sur HL avec de la size et d'être facilement identifiable. Parce que à la fin d'être facilement identifiable dans tes stop loss, dans tes entrées, dans juste l'identité de tes wallets, tous ces trucs-là, en vrai, c'est on-chain, tu vois, c'est la DeFi. C'est jusqu'à maintenant, c'est normal et tout. Mais avec la size, tu te rends compte que ça casse vraiment les couilles. Et moi, j'ai une bonne size, enfin, j'ai une belle size, mais j'imagine même pas, genre, les fonds d'investissement, genre, les titans, etc., où, genre, en mode, c'est juste infernal de se faire poursuivre et de se faire traquer en temps réel tout le temps, quoi. Donc, après, je crois qu'il y a des systèmes de privacy qui sont en train de se build par-dessus HL, par-dessus d'autres DEX aussi. Donc, voilà, faut voir ce que ça donne. Mais après, c'est le concept de la blockchain à la base. Oui, mais après, t'as tous les systèmes. Alors, oui et non. Oui et non. Parce t'as le ZK, quoi. T'as plein de choses. C'est que le ZK a énormément. Ça a super bien amélioré et qu'en fait, à l'époque où Bitcoin est sorti, Satoshi n'était pas assez à l'aise avec ce type de technologie. Mais ça aurait pu être un sujet rien que pour Bitcoin, tu vois. Et en fait, il l'a dit, hein, je ne sors pas de mon chapeau, hein, Satoshi s'est exprimé sur la technologie ZK. Et voilà, après, tu as eu Zcash, et puis maintenant, tu as Starknet, et tout
quasiment tous ceux qui font du ZK proprement se sont d'abord basés sur Starknet. Alors bien sûr, maintenant, tu as d'autres technos. Hein. C'est le cas de ZK Sync, c'est le cas de Lighter, c'est le cas d'autres. Mais tu peux avoir de la transparence dans le sens où tu peux pas mentir sur les informations au sein de la blockchain, mais tout en gardant une certaine confidentialité pour tes utilisateurs. C'est ça le truc. C'est ça que permet ZK, et c'est dans ça qu'on va. Ouais. Est-ce que on ferait pas une petite aparté pour montrer un petit peu ce qu'on a build? Je pense que ça peut être cool. Carrément. Moi, j'avais déjà montré dans l'émission. Mais si tu veux, envoie ce que tu as pu teaser un peu avant les fêtes. Alors d'ailleurs, ce que tu vas nous montrer, le lien est public, tu veux le rendre public Le lien est pas public, et je sais pas si je le rendrai accessible, parce qu'en fait le fait de rendre accessible, ça sous-entend qu'il faut un hébergement, que s'il y a des bugs, faut les régler, qu'il faut s'en occuper et tout, et j'ai pas forcé. Enfin, l'outil est bien fait, il se gère automatiquement, mais voilà, je sais pas encore. Mais du coup, pour vous montrer un petit peu ça, j'ai build peut-être. Voilà. Parfait. Du coup, j'ai build un dashboard qui vous permet de faire plein de choses. Bon, notamment pour Hype, du coup, vous pouvez voir tout simplement en temps réel les données clés, notamment autour du buyback. Donc, combien qui a été buyback, quelle est la moyenne par jour, quel a été le plus gros jour. Vous pouvez trier par date, genre par intervalle de temps, donc sur les 30 derniers jours, sur les 7 derniers jours, les 90 derniers jours, les 180 derniers jours ou tout. Vous pouvez voir du coup les revenus par jour par-dessus le graphique. Ce que je trouve grave cool, c'est que vous pouvez aussi avoir la donnée annualisée. Donc par exemple ici, j'ai la moyenne 30 jours des revenus annualisés. Et donc on voit que les revenus annualisés de Hyperliquid ont baissé. Et en fait, si on regarde un peu plus près, on voit que en fait, ils ont baissé en même temps que le prix, quoi. Et que les deux sont intimement liés. Donc j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir le visualiser. Et j'ai trouvé qu'il y avait peu d'outils qui te permettaient de visualiser autant ces moyennes, etc. Donc, vous pouvez exporter aussi les données au format CSV, vous pouvez le mettre en mode plein écran. Vous pouvez même mettre les moyennes du revenu à 7 jours, 14 jours ou même 90 jours. Vous pouvez tout voir. Donc, c'est assez utile. J'ai moi-même essayé d'établir des stratégies de trading à partir de ça. Je vous montrerai des choses après. Vous avez aussi le supply buyback ratio. Donc, en gros, j'ai essayé de faire un P ratio comme en bourse traditionnelle pour voir, par exemple, à partir du supply qui est liquide, prêt à la vente ou même dans les wallets ou genre le total supply. Vous pouvez voir ces chiffres qui évoluent, le P ratio. Donc, avec l'évolution aussi des différents types de supply, total dans les wallets, liquid supply, ready for sale. Vous avez aussi l'évolution du P ratio dans le temps, même avec une moyenne. Donc, ça permet de bien visualiser ça. Aussi le buyback yield, donc quel pourcentage ça représente par rapport au supply en circulation, et le temps qu'il faut pour absorber tout le supply en question. Donc, est-ce que c'est liquide, tout dans les wallets, etc. Donc, c'est plutôt pas mal pour visualiser ça. J'ai aussi fait un outil qui permet de visualiser la performance du prix 1 jour, 3 jours, 5 jours, 7 jours, 14 jours après les buybacks selon leur taille. Donc, en moyenne, j'en sais rien, par exemple, sur les 180 derniers jours, après des buybacks de 4,4 millions quotidiens, quelle est la performance en moyenne? Et en moyenne, la performance, elle est relativement négative, tu vois. Après, ça dépend, évidemment, sur certains intervalles de temps. 30 jours, le prix a fait que baisser, donc c'est compliqué. Mais si vous regardez sur All, vous avez des données qui sont un peu plus fiables. Et après, je vous ai mis le complete dataset. Donc, vous pouvez avoir tout le détail par jour des hypes qui ont été achetés, de ce que ça vaut en dollars, du prix moyen d'achat, du revenu annualisé que ça représente, du revenu annualisé en moyenne sur les 30 derniers jours, 90 derniers jours, le cumul. Enfin bref, vous avez beaucoup de données. Et du coup, ça, ce que j'ai fait pour Hype, je l'ai fait aussi pour Pump. Donc, ça vous permet de le voir pour Pump. C'est très, très utile. Je l'ai fait aussi pour AAV. Et d'ailleurs, on se rend compte que les buybacks de AAV, typiquement, c'est $135 000 en moyenne par jour. Ouais, 150 en ce moment. Ça fait 50 millions par an. Ce qui est pas ouf. Et ça fait un P ratio de 48. Donc, AAV, c'est pas acheté pour les buybacks. Là où Pump Fun,
le P ratio est assez différent, mais surtout les revenus sont très différents parce que sur les revenus de Pump Fun, sur les 30 derniers jours, 90 derniers jours, on est à peu près à 300-400 millions annualisés. Là où sur AAV, sur les 30 jours, on est à 50 millions et les 90 derniers jours, on est à 58 millions. Là où sur Hype, sur les 30 derniers jours, on est à 500 millions et les 90 derniers jours, 800 millions. Donc ça vous montre qu'en vrai... Donc tu dis le buyback yield, en gros, c'est le pourcentage du supply. Enfin, tu peux le réexpliquer, pardon? C'est le pourcentage du supply racheté à partir des buybacks par rapport au supply disponible. Genre, si tu dis tout ce qu'il y a dans les wallets, enfin, si tu regardes genre le supply total FDV, ça va te faire un pourcentage qui est buyback par rapport au max supply par an. Si tu regardes sur le supply qui est en circulation, ça te donne le pourcentage du supply en circulation qui est racheté par an. Tu vois, en fait, ça dépend c'est relatif, tu vois, ça dépend du supply que tu regardes. Parce que le buyback, ce pourcentage, il évolue en fonction de ça, quoi. Mais j'ai trouvé ça grave cool. Okay. Et pour moi, ça montre que AAV, d'un point de vue buyback, c'est très faible. Et je trouve ça ouf que AAV, d'un point de vue buyback, ça pue autant la merde que par rapport à Pump. Ah oui, mais c'est pas fait pour ça. Mais en fait, c'est même pas une question de c'est pas fait pour ça. C'est que, en fait, AAV, pour que ça rapporte beaucoup d'argent, faut une TVL genre aberrante, tu vois. Là où le trading, vu que c'est constamment des trades qui s'enchaînent, etc., en fait, le user moyen sur Hype ou sur Pump Fun va rapporter infiniment plus que sur AAV, en fait. Donc AAV, genre, c'est très bien, c'est grand, c'est une belle TVL, etc., mais d'un point de vue revenu, c'est beaucoup plus petit. Et d'un point de vue buyback, c'est très petit, quoi. Du coup, j'ai fait aussi un onglet buyback comparison pour comparer le buyback de Hype, de Pump, de AAV, avec la comparaison de prix, de market cap, de FDV. Donc après, il y a des données qui sont pas encore à jour, mais du coup, globalement, ça te montre un petit peu genre combien était buyback sur les 180 derniers jours, par exemple. Je vois qu'on est à 500 millions sur Hype, 220 millions sur Pump Fun, 24 millions sur AAV. Mais là où ce que tu vois en fait, c'est que le P ratio est genre en gros le buyback relatif au circulating supply et au market cap est bien plus intéressant sur Pump Fun en fait. Et du coup après ça te fait des comparatifs et tout. Donc c'est plutôt bien foutu. Enfin j'ai trouvé ça. Enfin en fait moi j'ai fait un dashboard parce que je voulais moi-même visualiser ces choses-là, en fait. C'est ça. Et j'ai trouvé que DeFi Lama et tout, c'est cool, mais en fait, DeFi Lama, ça te donne plein de données pour un protocole, mais je trouve que les comparaisons, c'est pas ouf. Et je trouve qu'il mélange trop de data en même temps sur les mêmes graphes et que c'est peu visuel. Enfin, c'est compliqué à visualiser. C'est pas du tout visuel, en fait. C'est pour ça que ce délire de vibe coding, c'est le feu, parce que tu te dis, j'aimerais bien avoir accès à telle donnée, et tu fais toi-même, tout simplement, comme ce que j'ai fait avec CryptoBuyback.xyz. Ouais. Et du coup, j'ai fait un super boulot. Comparatif aussi des DEX avec le volume, le point interest, les daily trades, les total traders, avec la market share et toutes ces choses-là. Il y a encore des choses qui sont pas totalement à jour, où il manque des données, etc. Mais du coup, il manque des données sur certains moments. Mais par exemple, j'en sais rien, au 25 décembre, pour vous montrer la différence, l'open interest sur Hyperliquid, c'était 7 milliards. Lighter, c'était 1,5 milliard. Extended, c'est 150 millions, tu vois. Pour que les gens se rendent compte des ordres de magnitude, quoi. Et pareil pour les fees. Tu vois ici que les fees de HL, c'est genre du 2-3 millions par jour, après. Lighter, c'est peanuts. Lighter, c'est de plus en plus faible, quoi. Tu t'es servi où pour raster des données? J'ai regardé DeFi là-bas, ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. Alors, ils mettent fees, mais ils mettent pas revenus, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Ouais, mais les fees, c'est les revenus plus ou moins pour raster, non? Je crois. Je sais pas. Parce qu'ils l'ont enlevé dans Holder Revenu et tout. En fait, ce qu'il faudrait visualiser, un truc qu'il faudrait rajouter, c'est le fait de pouvoir visualiser le revenu par rapport aux incentives qui sont donnés. Parce qu'en fait, les revenus, ça ne vaut rien si tu ne sais pas les incentives qui sont adossés. Et en fait, si tu pars de ce principe-là, je pense que Hyperliquid est super haut, parce que le moment où Aster a fait le plus de revenus, leurs incentives étaient énormes. Et Lighter, les moments où ils ont fait le plus de revenus aussi, leurs incentives étaient très hautes. Là où HL, il y a très peu d'incentives ou pas d'incentives en ce moment. Et même Pump Fun, tu vois, c'est très intéressant parce qu'ils font beaucoup de revenus, mais ils n'ont pas d'incentives direct. AV, je crois pas trop. Mais c'est ça qu'il faut regarder, c'est que
Genre, par exemple, Extended, on va beaucoup nous parler de Extended, de Paradex et tout, et la hype va faire que monter pour ces protocoles-là. Mais ce qui compte, c'est combien ils font de revenus par rapport à combien d'incentives ils distribuent. Évidemment, s'ils distribuent la moitié de leur supply ou un quart de leur supply et que leur revenu augmente, bah, c'est normal. Mais la question, c'est, imaginons Extended, c'est valorisé 1 milliard, ils airdrop 25%, donc ça fait 250 millions. Ils font, je sais pas, l'airdrop sur 6 mois. Donc, tu fais 250 millions divisé par 6 mois, donc 180 jours. Et ensuite, tu regardes combien ça fait par jour. Et ensuite, tu essayes de valoriser genre combien d'incentives ils donnent par jour par rapport aux revenus qu'ils font. Et en fait, dans ces cas-là, des fois, tu te rends compte que, bah oui, ils ont des énormes revenus. Peut-être qu'ils ont des revenus qui sont en forte croissance, mais en même temps, les incentives dépassent toujours les revenus qui sont réalisés, en fait. Donc, c'est toujours à mettre en perspective. Les revenus tout court, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est les incentives qui sont en face de ça. Et c'est ce que disait Mark Zeller. Il disait, faut regarder pour $1 de TVL, combien il était dépensé pour obtenir ce $1 de TVL, tu vois. Sinon, ça vaut pas grand-chose, en fait. Mais c'est là où AAV, encore une fois, je disais c'est pas fait pour ça, mais c'est juste qu'AAV c'est assez organique et que tu vois HL, en fait HL, faut pas oublier les gars que à la base ils ont pas levé d'argent hyper liquide, ils avaient déjà ce qu'il faut en fonds propres pour s'autofinancer et que maintenant ils ont leur supply de jetons et en fait ils se disent bah nous on va se payer avec les hypes qui vont être débloqués et basta. Alors que tu as beaucoup d'autres projets qui déjà se payent en jetons. Et en plus de ça, les gars veulent des revenus et se garder des revenus. Donc, faut voir. Parce que si en fait, c'est un curseur à placer, si un projet balance tous ses revenus dans le buyback, mais qui se met aucun sou en poche, donc qu'il n'y a aucun argent qui est dépensé pour faire des développements, faire évoluer le projet, c'est toxique aussi. Parce que tu peux buyback comme tu veux, à un moment donné, si ton produit n'évolue pas, il va se faire dézinguer par un autre produit. Donc, c'est un curseur à placer. Le Labs et la fondation HL, ils vendent du hype parce qu'ils doivent payer genre les serveurs, ils doivent payer genre pas mal de choses qui sont liées à ça. Pas mal de choses, ouais. Et d'ailleurs, j'ai une petite exclue. Je sais pas si je t'en ai parlé, mais j'ai trouvé un bug, j'ai trouvé un bug sur HL. Et du coup, je vais être payé pour le bug. Tu m'en as pas parlé. Je vais avoir un bug bounty d'HL. Et étonnamment, ça allait super vite. Donc là, okay. je vais recevoir les sous. Et comment ça s'est passé ? Bah, en gros, j'ai vu le bug et j'ai envoyé à Jeff le bug. Il m'a dit, vas-y, bah, bien joué à toi. On corrige ça et t'envoies un mail là et ils verront pour le bug bounty. Un bug coup, là, ou une faille ? Ça n'a pas été évalué comme hyper critique, mais c'est quelque chose qui pouvait genre faire perdre des fonds ou bloquer des fonds, et c'était vraiment très très chiant de récupérer ces fonds après. D'accord. Donc, et c'est un bug bounty de 5 chiffres. Voilà. Ouais. Et du coup, ça, tu t'en es rendu compte en tradant ou en buildant ? En buildant. Enfin... Je peux pas trop donner le détail, etc. Je sais pas ce que je peux vraiment dire. Oui, bien sûr, évidemment, je te demande pas le détail. mais voilà. Donc, ce que ça montre, c'est que y a des bugs bounty sur HL. Et ouais, j'étais choqué de trouver ce bug-là. Parce qu'en fait, en faisant ce bug-là, moi-même, j'ai perdu des sous. Et du coup, je vais être refund plus le bug bounty. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive en crypto, donc je suis assez content. Ouais, en tout cas, petite parenthèse, on en a parlé sur ma chaîne perso, on en a parlé dans la masterclass précédente. Tu en as parlé publiquement, donc je me permets de le répéter. Ce que tu nous as montré là, Picsou, tu l'as fait avec le logiciel Cursor, qui est un fork de Visual Studio adapté à l'intelligence artificielle. Donc tu peux parler un langage naturel, en anglais, en français, pour lui demander ce que tu veux. Couplé avec, j'imagine, un peu de l'agent Cursor et un peu de l'agent Claude de Anthropic. Donc, sachez qu'on va vous parler d'IA, pas pour vous refourguer de l'IA et vous casser les couilles, mais vous avez la chance actuellement de pouvoir développer vous-même des choses qui vous plaisent sans être à l'aise avec la programmation informatique. Saisissez cette chance, parce que pour moi, en fait, il y a énormément de choses qui manquent sur Internet. Typiquement, ce que là, tu as fait, Picsou, tu l'as fait parce que tu avais des données à gauche, à droite, plus ou moins bien représentées, mais toi, tu voulais les centraliser quelque part. Moi, c'est la même chose, tu vois. Et en fait, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont des idées ou ont des besoins, codez-le.
codez-le. Ça peut être totalement gratuit avec Google Anti-Gravity, ça peut coûter quelques dizaines de dollars avec un abonnement Cursor, Cloud Code ou autre. Et après l'hébergement, pareil, ça peut coûter potentiellement rien sur Vercel ou Netlify ou l'histoire de quelques dizaines de dollars. Donc on ne parle pas de budget mirobolant. Alors évidemment, si vous voulez un site ultra optimisé avec énormément de trafic et tout, c'est pas le même budget, ça devient un business. Mais pour faire des petits sites type interface comme ce qu'a fait Picsou, ça coûte pas des 100 et des 1000 et il n'y a pas besoin d'être un crack en informatique. Ouais, non, en fait, je pense que le plus important, c'est de savoir où trouver la donnée et de savoir ce que tu veux aussi. En fait, le plus difficile, c'est pas l'exécution, c'est de savoir où est-ce que tu veux aussi amener le projet, tu vois. Moi, ce qui a fait que j'ai pu le faire en gros, là, tout ça, je l'ai fait en moins de 24 heures. Parce que tu savais déjà exactement ce que tu voulais dedans. Bah, en fait, moi, de base, j'étais parti juste pour le dashboard hype. Et puis après, je me suis dit, bah, en fait, j'ai la donnée pour Pump, puis après, j'ai la donnée pour AV, et puis j'étais en mode, ah, mais en fait, en ce moment, tout le monde parle de Lighter, tout le monde parle des perpdex, donc je vais faire une comparaison. Et puis au final, je me retrouve à intégrer plein de trucs. Mais voilà, et après, j'ai aussi la chance d'avoir fait des études de dev, mais surtout d'être entouré par des devs, donc d'avoir des gens qui sont chauds autour de moi. Et ils m'ont pas aidé sur ça. Mais le fait de parler au quotidien avec des devs, ça permet d'avoir aussi une certaine logique et de réfléchir différemment, quoi. On me dit dans le chat, vous pensez que l'IA, ça rend paresseux ou productif je réponds à l'écrit et je réponds à l'oral. En fait, quand vous utilisez l'IA type ChatGPT pour poser des questions sans plus faire la moindre recherche, prendre l'information pour argent comptant et la copier-coller quelque part et la répéter bêtement, ouais, ça rend paresseux. Moi, je pense que ça amplifie ta personnalité. Ouais, mais du coup, je termine. Si tu es côté créateur, ça rend productif. Tu vois, donc toi, Léo, tu as dit que tu as fait 124 heures parce que tu savais exactement ce que tu voulais. Moi, là, j'ai fait une extension Chrome, j'ai fait un petit site et tout. En fait, tu te retrouves avec des problématiques qui font que pour répondre à ces problématiques, tu vas commencer à chercher des choses sur Internet, tu vas commencer à te renseigner sur YouTube. Et je me suis retrouvé en l'espace de 2 semaines, là, à essayer de comprendre mieux la programmation informatique, mieux comprendre l'IA, le fonctionnement des agents IA, comment les faire fonctionner entre eux, comment jongler entre les IA, parce que tu as des IA qui sont mieux que d'autres, Perplexity pour faire des recherches, Claude Sonnet, Claude Opus, qui est vachement bien pour vulgariser des sujets techniques, parce que j'ai vu qu'il était très bon pour vulgariser, tu vois, pour faire par exemple une documentation automatisée de mon site internet, et je me suis dit, est-ce que tu es capable aussi de vulgariser des sujets tech? Tu vois, quand on parle de ZK Rollup, de sujets techniques Layer 1, Layer 2, quand on voit ça à ChatGPT, il explique plus ou moins bien, mais en fait, il va reprendre un peu les terminologies des médias, qui sont parfois des terminologies un petit peu incomplètes. Alors que quand c'est expliqué par Claude, je me suis rendu compte que c'était expliqué de manière beaucoup plus technique, tout en étant plus facile à absorber. Et par exemple, avec Perplexity, vous pouvez utiliser Google, ChatGPT, donc Google Gemini, ChatGPT, Claude Sonnet, vous avez Kimi, aussi le modèle chinois. Et là, je regarde un petit peu l'IA en local, tu vois, t'as Xiaomi qui a fait des modèles, t'as Alibaba avec Qwen qui ont fait des modèles. Et en fait, quand tu envoies tes données à différents modèles, tu n'auras pas les mêmes réponses. Et des fois, tu vas peut-être préférer la façon dont c'est structuré. Donc, pour répondre à ta question, ça peut rendre productif parce que potentiellement, tu vas réussir à vulgariser des sujets ou te simplifier des problématiques de façon totalement différente en fonction des IA. Donc c'est comme si tu avais des nouveaux potes en fait. Tu as ton pote chinois, tu as ton pote américain, tu as ton pote dev, tu as ton pote machin, et tu peux programmer une IA pour qu'elle se spécialise dans quelque chose et donc pour qu'elle te réponde avec un biais différent. En fait, le truc, c'est que pour moi, comme je disais aussi avant, ça amplifie qui tu es. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui est curieux, qui veut créer des choses, etc., ça va juste te faciliter la vie. Par contre, si tu es quelqu'un qui a déjà des biais et qui veut pas en sortir, et qui veut un accès facile à l'information et qui cherche pas à la remettre en cause, l'IA, elle est capable de donner des informations et de pas te forcer à la remettre en cause. Donc, ça dépend vraiment de qui tu es et de ce que tu fais. Mais je pense que pour les gens qui ont envie de se bouger, etc., ça crée vraiment des opportunités de malade. Et en vrai, moi, je parlais avec un pote dev que j'ai été voir là récemment, et il me disait que lui, il avait chaud pour son taf. Dans le sens où, là, maintenant, dans l'immédiat, ça va, mais à horizon 3, 4, 5 ans, vu à la vitesse à laquelle ça évolue, ça va. Enfin, ça va moissonner là. Hein. Donc, après, tu vois, quand tu builds, par exemple, moi je build sur HL, etc.
l'IA, ça permet de dev beaucoup plus rapidement plein de choses et de faire beaucoup de choses avec beaucoup moins de moyens aussi. Ça, c'est une réalité. Et l'IA, ça n'a pas que du mauvais, parce qu'au final, on nous donne quand même des outils qui sont surpuissants pour que dalle. Parce que, peut-être que moi, je suis totalement déconnecté, hein, mais un abonnement à 20 balles ou même à 100 balles par mois qui te permet de développer des outils ou des business qui te rapportent énormément. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est n'importe quoi. Enfin, pour 20 balles par mois, t'as accès à genre les meilleurs outils d'intelligence artificielle. Bon, allez, même avec des crédits, tu payes 100, 200, 300, allez, disons jusqu'à 500 balles par mois. Pour 20 balles à Paris, tu fais un repas et ouais, c'est ça. Et encore, voilà, tu vois. Mais... Donc, où tu te fais un ciné. Donc voilà. Et je voulais du coup rebondir vite fait sur un message que j'ai vu dans le chat qui parlait de le earn de HL des infos. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que je vous en avais parlé, que du coup, Hyperliquid, il lance ce qu'on appelle le portfolio margin. Pour ceux qui ne savent pas, le portfolio margin, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir avoir en fait, c'est un peu comme sur Bybit ou sur Binance, où ils appellent ça le Unified Trading Account. En gros, l'idée, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre ton compte spot, tes balances spot et tes balances perp. En fait, tu as juste un compte et tout ce qui se passe entre les deux, ça valorise genre ta marge. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que tu peux utiliser ton spot comme collatéral pour du perp. Et du coup, tu peux être beaucoup plus capital efficient et tu peux genre te servir de tes assets spot comme collatéral pour avoir des plus grandes tailles de position sur le spot ou sur le perp. Enfin bref, ça te permet globalement d'emprunter du capital contre des assets que tu avais déjà en spot et de faire en sorte que ton PNL spot et ton PNL perp soient mergés. Et du coup, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que si ton PNL, il est plus d'un côté et d'un autre, il est plus uniquement spot et perp, mais il est spot perp en même temps, ça veut dire que si tu gagnes sur le perp et que tu perds sur le spot, en fait, c'est comme, ça se compense, et imaginons les deux se compensent, c'est comme si ton PNL est resté à zéro, donc ça ne change rien. Et du coup, ça te permet de faire du delta neutral avec beaucoup plus de garanties, et même sans prix de liquidation. Pourquoi ? Parce que, imaginons, j'ai un BTC en spot et je short un BTC en perp, j'ai une exposition de zéro, et si BTC monte, et le PNL spot, il va augmenter, mais le PNL perp, il va baisser, mais ça va se compenser. C'est comme si je n'avais rien gagné. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir utiliser mon collatéral spot pour emprunter et prendre plus de taille de position. Et donc là, typiquement, sur HL, vous pouvez, par exemple, sur un marché comme Hype, vous êtes en cross, vous activez le mode portfolio margin. Alors, pour l'instant, c'est réservé à des balances de moins de $1,000. Mais du coup, ce que ça vous permet, c'est que, par exemple, vous pouvez acheter du spot, vous mettez, je sais pas, $1,000 dedans, vous achetez du spot Hype, et en fait, votre spot Hype, vous allez pouvoir l'utiliser en collatéral avec une LTV de 50%. C'est-à-dire que si j'achète $1,000 de Hype en spot avec le portfolio margin, c'est-à-dire que je peux emprunter $500 contre cette position de $1,000. Et du coup, ça va me donner $500 en plus pour trader sur le perp. Sauf que sur le perp, je peux avoir un effet de levier. Donc, c'est-à-dire qu'avec $500 de marge en plus, je peux prendre une position de $1,000 en perp. Sauf que les deux PNL s'annulent. Donc, en gros, moi, par exemple, en ayant déposé $1,000 dans mon compte portfolio de margin, j'arrive à avoir $3,000 de position au total entre le spot et le perp. Donc, c'est-à-dire qu'avec $1,000 en portfolio margin, j'arrive à avoir 3 fois ce que j'ai mis dedans en position, tout en étant en delta neutral. Et du coup, ce que ça me permet aussi de faire, c'est de gagner plus sur ma stratégie delta neutral. Et donc, ça va rendre le capital beaucoup plus efficient. Et surtout, pour moi, ça va faire exploser les chiffres de Hyperliquid une fois qu'ils vont enlever les limites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, c'est ce que je vous explique, c'est que pour $1 en perp et spot, donc 50 centimes peut-être des deux côtés, je peux avoir l'équivalent de $3 maintenant. Donc, c'est-à-dire que techniquement, les volumes de trading, les frais et tout ça peuvent exploser sur Hyperliquid, et ça peut amener à avoir beaucoup plus de volume, mais surtout beaucoup plus d'open interest, et surtout générer beaucoup plus de rendement en fait sur une plateforme comme ça. Donc moi, je m'attends à ce que ça fasse exploser tout ça. Le portfolio margin, moi, ça m'était grave utile, notamment sur les exchanges centralisés du style Binance et Bybit, parce que ça me permettait, par exemple, d'utiliser mes BTC spot pour trader sur les perps.
où ça me permet... Enfin, en gros, tu peux mettre en place plein de stratégies sur ça. Donc ça, c'est le portfolio margin. Et ce qui va être ouf, c'est que bientôt, tôt ou tard, le portfolio margin, il va pas uniquement te permettre d'emprunter pour trader plus sur HL, il va te permettre de pouvoir emprunter pour utiliser ses sous en dehors d'Hyperliquid et donc sur la DeFi au global, et donc dans l'écosystème au global. Et donc ça veut dire que genre tu pourras potentiellement emprunter, genre déposer du dollar ou du BTC ou du Hype, et en échange emprunter du dollar ou quelque chose d'autre, et utiliser cet argent-là en DeFi, tu vois. Donc en gros, tu auras une sorte de AAV plus ou moins intégré dans Hyperliquid. Donc je sais pas si c'est très clair pour vous, mais le fait que maintenant le PNL il soit plus d'un point de vue spot et pair, mais genre les deux en même temps, c'est une avancée qui est ouf, notamment pour des stratégies type delta neutral. Et le fait de pouvoir emprunter et d'avoir accès à avoir beaucoup plus de capital avec le même capital, non plus uniquement en pair, mais aussi en spot, c'est un énorme avantage. Et moi, typiquement, c'est un truc que je demandais à Jeff depuis 1 an, au moins, plus d'1 an. J'en avais parlé et tout en message avec lui. Et il m'avait jamais dit que c'était quelque chose qu'il ferait. Il m'avait dit que c'était quelque chose auquel il réfléchissait, mais que c'était très compliqué et que ça ajoutait beaucoup de complexité à leur système. Et on dirait qu'ils réussissent à le faire. Donc moi, j'ai juste hâte que, en fait, ils enlèvent les limites associées qui sont très faibles pour l'instant. Et l'autre aussi grosse différence dont j'ai pas parlé avec Hyperliquid, c'est que si t'es en mode portfolio margin et qu'il y a des USDC par exemple ou des hype dont tu ne te sers pas, donc qui sont pas en position, qui ne font rien, et en fait automatiquement ils vont être supply. Donc ça veut dire automatiquement ils vont être prêtés. Et donc s'ils sont prêtés, ça veut dire que d'autres gens vont pouvoir l'emprunter. Et s'il y a d'autres gens qui l'empruntent, ça veut dire que toi tu vas toucher un rendement dessus. C'est-à-dire que actuellement, jusqu'à maintenant, sur HL, quand tu avais de l'USDC dans ta balance et que tu n'en faisais rien, tu gagnais rien. Aujourd'hui et plus tard, quand tu auras de l'USDC par exemple sur Hyperliquid en portfolio margin et que tu n'en fais rien, naturellement ça va te faire gagner un rendement en fait. Donc ça va faire gagner juste plus d'argent à tout le monde. C'est pas un produit, enfin en gros Hyperliquid ils prennent 10% dans leur poche, en réserve ils prennent 10% des taux d'intérêt que tu dois payer, je crois. Mais c'est pas quelque chose qui va rapporter beaucoup d'argent à Hyperliquid directement, c'est plutôt l'indirect il y a plus de gens qui vont prendre de position et qui vont faire plus de volume et tout, qui va rapporter de l'argent à HL. Mais pour moi, c'est exactement ce dont on avait besoin dans un DEX, notamment un DEX perp. Et ils vont tous suivre, hein. Lighter va le faire, Extend va le faire, Paradex va le faire. Par contre, là où ça va se jouer, c'est sur les LTV. Et ce qui va être dangereux, enfin ce qui est compliqué, c'est que ça peut créer des dynamiques où genre t'as des cascades de liquidation. Alors c'est pour ça que par exemple sur Hype, ils ont une LTV qui est à 50%, c'est-à-dire que tu peux seulement emprunter pour 50% de la valeur de tes Hype. Mais s'ils avaient mis une LTV à 75%, il suffisait que Hype baisse de 25% pour qu'ils soient obligés de liquider ton collatéral. Là, il faut que ça baisse de 50% pour qu'il soit liquidé de ton collatéral. Donc je pense que pour les assets assez volatiles comme Hype, ils vont mettre une LTV qui est faible, comme maintenant à 50%. Pour BTC, je pense que ce sera un petit peu plus haut, probablement 60-70%. Et ce qui est ouf, c'est que en fait, vu que HL c'est un des endroits les plus liquides, en fait, si le portfolio margin et le système derrière a besoin de liquider, en fait, il pourra liquider dans des carnets d'ordre qui sont relativement pleins. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand il y aura des phases de volatilité à la baisse, et uniquement à la baisse, c'est des moments où ça peut secouer. Mais tout comme sur AAV, il y a des liquidateurs qui sont là et qui sont là pour empocher les pénalités et permettre aux liquidations d'être bien effectuées. En fait, quand on-chain, on verra qu'il y a des gens qui sont sur le point de se faire liquider via le portfolio margin. Et il va y avoir des market makers et des entités qui vont se placer dans le carnet d'ordre spot pour pouvoir essayer d'empocher l'impact que ça pourra avoir sur le prix et donc profiter de ça. Donc, mais vu que c'est un système qui est transparent, ça va... C'est une bonne chose et ça va permettre à beaucoup de gens de se positionner et faire en sorte que dans des cas de volatilité à la baisse, il y ait quand même des gens qui se positionnent pour backstop en fait ces enchaînements-là. Voilà. C'est live, oui, c'est live. C'est live, mais c'est pas... c'est encore en accès très limité. Je te laisse reprendre, Capet. Écoute, on peut enchaîner par les actus rapidement.
Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, si vous avez des questions, le chat, n'hésitez pas. Là, pour le moment, on est un peu en cours magistral, mais voilà. L'année reprend, 2026. Pour le moment, on a un petit peu de vert. On ne sait pas si ça va durer. Par contre, je voulais juste te poser une petite question, ton avis là-dessus, avis pour le chat aussi. D'habitude, quand tu as des conflits, type Iran, Israël, guerre Ukraine et tout, les marchés kiffent pas trop. Et là, Venezuela, le marché, il s'en bat un peu les couilles de ce qui s'est Parce passé. qu'il va sûrement pas y avoir d'escalade en fait. Je sais pas. Enfin, je pense pas que la Chine ou la Russie vont se positionner pour sauver le président du Venezuela. Après, ça peut créer un choc sur le marché du pétrole. En tout cas, c'est là où ça peut avoir un impact sur le reste. Mais le problème, c'est que là, les marchés sont fermés. Donc, et ça s'est fait un week-end. Donc, va falloir voir comment les marchés ouvrent lundi. Parce que mais en général, la crypto est précurseur de ça. Et la crypto n'a pas fondu. Par contre, ce qui peut... c'est pas une escalade comme Israël, Iran et tout. Ouais, tu vois, bien sûr. Et d'ailleurs, en ce moment, j'avais déjà regardé la série Homeland, mais là, en ce moment, je suis en train de me la refaire. Et franchement, c'est ouf. Comment t'as l'impression que c'est encore plus d'actualité qu'au moment où c'est sorti. Et pour tous ceux qui aiment bien un peu la géopolitique, l'espionnage, le renseignement, toutes ces choses-là, la série Homeland est vraiment très bien foutue et c'est très divertissant. Et en même temps, il y a pas mal de choses qui sont réalistes. Évidemment, c'est une série, tout n'est pas 100% réaliste. Des choses qui sont un peu abusées et tout, mais Homeland, c'est vraiment une bonne série. Je vous invite à regarder si jamais tout ça vous intéresse. Je te laisse reprendre. Ouais, en fait, le seul truc par rapport au Venezuela, j'ai lu un peu sur Internet à ce sujet, et c'est vrai, c'est que, tu vois, jusqu'à présent, le sujet de Taïwan, c'était un peu chacun fait sa vie parce que c'est dans son bon droit. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu vois, les Américains, ils chopent Maduro et sa femme, ils bombardent et ils disent, bon bah voilà, nous on a prévenu, y a du trafic de drogue, ça fait longtemps qu'on se plaint, il n'y a rien qui est fait, bon bah on agit, tu vois. Et au final, ils agissent et il y en a d'autres qui pourraient dire, bah normalement, gratte-toi le cul, tu vois, s'il doit se passer un truc avec le président, bah c'est le peuple du Venezuela qui s'en occupe et c'est sûrement pas toi en tant qu'ingérence étrangère. Et pour Taïwan, c'est pareil, tu pourrais dire, bah historiquement, la Chine, Taïwan, ça lui appartient, elle va juste récupérer ce qui lui appartient, tu vois, et les autres pays n'ont pas leur mot à dire. Donc du coup, il y a ce sujet de Taïwan qui revient comme à chaque fois de bon bah voilà, maintenant que Trump il s'est servi au Venezuela et peut-être qu'il va se servir après au Groenland, tu vois, bah peut-être que la Chine va se servir à Taïwan. Alors évidemment, d'un point de vue géopolitique, c'est totalement différent. Bon, t'as le Venezuela qui est la plus grosse réserve de pétrole au monde, hein, c'est un fait. Mais côté Taïwan, c'est la plus grande au monde. Apparemment, hein. C'est-à-dire qu'en termes de capacité d'extraction de pétrole, c'est pire que les Émirats Arabes Unis. C'est une boucherie. C'est pour ça que Trump a dit, mais là, ça va couler à flot, tu vois. On va se poser, on va envoyer des grandes perceuses, et puis on va se servir, et puis on va en vendre à tout le monde, tu vois. Donc, forcément, les Chinois, l'Iran, la Russie, ils kiffent pas. Parce que ils sont juste partis pour voler un pays, quoi. C'est comme les colonies, quoi. Bah, tu vois, dans le chat, on dit difficile à extraire et tout. Et puis, il y a aussi d'autres sources naturelles, évidemment. Mais tu vois, c'est pareil. La Chine, elle pourrait dire, bon, bah, vas-y, toi, tu te sers, mais moi aussi, je me sers. Et puis, tu fais pas un bombardement à Taïwan, juste t'envoies l'armée pleine de billes et tu dis, bon, bah, voilà, vous capitulez maintenant. Taïwan, c'est à nous. Et puis, tous les secrets de TSMC, donc tout ce qui est semi-conducteur taïwanais, bah, on récupère tout et puis voilà, vous allez fermer votre gueule et vous allez appliquer. Tu sais ce qu'il disait ? Du coup, il disait c'est la plus grande réserve de pétrole au monde, mais le pétrole est de moins bonne qualité. Ça, je connais pas. Les différentes qualités de pétrole, les raffineries et tout, je vous avoue, j'ai là du pétrole lourd, qui est différent du pétrole arabe. Ok. On a des experts de pétrole. Et il y a aussi un sujet, alors ça, je l'ai appris réseaux sociaux, excusez-moi de pas poncer le sujet, mais apparemment aussi, Maduro, le gouvernement avait fait un coup de pute aux États-Unis. Ça avait fait un coup de pute, niveau bise, et puis bah, du coup, les États-Unis n'avaient pas trop... T'as fait Mélenchon. Ouais, mais c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. Et en fait, moi, je trouve ça ouf qu'il y ait des gens en France qui, genre, en mode, ils trouvent le temps pour aller dans la rue, pour manifester, genre, pour un truc qui, genre, c'est pas parce que ça te concerne pas directement que tu dois pas manifester, mais enfin, je trouve où trouve-t-il toute cette énergie, quoi? Bah, je sais pas. En tout cas, pour ce sujet précis, c'est clair que j'ai du mal à comprendre, ouais. Ouais. Moi, je te laisse reprendre peut-être sur l'actu. Ouais. Et bah, écoute, l'actu, c'est parti, la team. Confirme-moi que tu vas bien
Donc, exceptionnellement, on va faire un petit flex. Voilà, on parlait de vibe coding. Moi, je me suis fait cette petite application. Donc, on va nettoyer tout ça pour avoir tout l'espace pour nous. C'est parti. Faut centrer. Bah écoute, centrons, hein. Centrons. Voilà. Si c'est pas beau gosse. Voilà. Un jour, je vous publierai ça, mais il y a encore trop de bugs, les gars, donc je vous envoie pas ça. En plus, vous allez voir le code, c'est tout vibe codé, ça va faire serrer les dents des développeurs. Mais voilà, c'est un début. Donc c'est parti. Merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission, comme d'habitude. Hein. Bitpanda, qui est une plateforme qui vous permet d'acheter, vendre des crypto-monnaies, des actions, des matières premières, des métaux précieux. J'enchaîne directement. Donc ETF, Bitcoin, Ethereum, ça repasse au vert. Vous l'avez vu. Voilà, ETF, Farside, vous l'avez vu. Les ETF, ça tirait vraiment la gueule ces derniers temps, que ce soit sur BTC, Ethereum. En fait, toute la fin de décembre, on en a bavé. Eh bien, ça y est, enfin, on retrouve un petit peu de positif. D'ailleurs, je vais essayer d'intégrer les ETF à mon site, je pense. Il le faut, si tu comptes partager ton site. Puis s'il faut, si t'en as envie. Hein. Mais ça sur Coin Academy, en gros. Hein. En fait, c'est ce à quoi je réfléchissais tout à l'heure. Peut-être faire un sous-domaine ou un truc comme ça, on va voir. Parce que je pense pas que ça va coûter très cher en hosting, et puis c'est des données clés, et ça fait de la réputation pour le domaine. Ouais, évidemment. En fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire maintenant, et en un rien de temps, et si c'est un sous-domaine, en plus, ça vient pas bousiller l'existant. Bon, bref, désolé, on réfléchit à voix haute, mais voilà. Côté Ethereum, il me semblait qu'on avait des inflows, oui, pardon, il faut que j'apprenne à lire. Des inflows positifs aussi sur le 30 décembre et le 2 janvier. Donc, on revient gentiment dans du positif. Est-ce que ça va durer ? C'est difficile à dire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le marché était bien épuisé. On a mis plein de monde dehors. Il y a plein de gens qui se sont barrés qu'on ne reverra pas. Il y a plein de gens qui sont dehors et qui veulent que ça aille encore plus bas parce qu'on veut toujours que ça aille encore et encore et encore plus bas. Donc, peut-être qu'on a un bottom local. Peut-être qu'on va revoir des bonnes nouvelles. Alors évidemment, d'un point de vue purement fondamental, c'est vrai que c'est un peu léger. Mais souvenez-vous, nous sommes en crypto-monnaie. Et en crypto-monnaie, quand les prix montent, tout d'un coup, les fondamentaux sont bien meilleurs. C'est-à-dire que déjà, tout le monde se remange le cerveau tout seul pour dire « Ouais, mais en fait, c'était pas si mal parce que si, parce que ça. » Et tu as plein de projets qui d'un coup balancent des annonces pour profiter de l'upside du momentum de marché. Et du coup, ça crée des nouveaux fondamentaux. Ça nous permet d'avoir des choses à raconter en tant que média, en tant que créateur de contenu. Et ça relance la machine. Donc tout ça pour dire que price is king. Les meilleurs fondamentaux, c'est le prix qui monte. Et que pour le moment, on avance gentiment. Mais ça pourrait se retourner potentiellement très rapidement. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'épisode AAV, du drama. Donc on a du nouveau. On a le fondateur de AAV, Stani, qui a fait une publication. Très politique, hein. Il faut savoir que... Oui, on va parler du trilemme de la blockchain, Nix. On va en parler. Voilà, donc Stani qui a fait une communication pour justement dire voilà, bon, bah, il faut pas qu'on soit trop dans les dramas, il faut qu'on pense à la vision future d'AAV, donc forcément une discussion très politique. Pour faire très court, attendez, je suis devenu un maniaque de ça, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, faire sortir. En gros, la vision, c'est AAV ne doit pas rester exclusivement sur les cryptos. Il doit continuer, bien entendu, son activité crypto, mais il doit aussi partir sur d'autres marchés. Donc, le fameux marché des Real World Assets, qu'il estime, il y va fort, hein, il estime ça à 500 milliards de dollars. 500 000 milliards de dollars. Donc, en gros, toute la finance mondiale peut potentiellement partir en chain. Donc, il faut que AAV aille dans ce sens. Donc, il a dit que, du coup, dans ce sens, il y a déjà pas mal de produits qui sont sortis, qui mettent en avant tout ça. Et du coup, il a fait une petite annonce à la fin, je vous la fais très court, hein, pour dire, bon bah voilà, en termes d'alignement, nous nous engageons à partager les revenus générés en dehors du protocole AAV, c'est-à-dire tout ce qui est en surcouche, tu vois, par exemple les interfaces web, les trucs comme ça, pour en faire profiter les détenteurs du token. Alors bien entendu, pour le moment, c'est une annonce. Il n'a pas dit dans quelles conditions, dans quel... Mais il faut redonner le contexte quand même. Le contexte, oui. C'est qu'ils ont voulu forcer la main à la commu en votant quelque chose, en utilisant la publication d'un auteur qui lui-même n'avait pas approuvé la publication. Ensuite, toute la communauté leur a chié dessus. Et maintenant, ils sont en mode « Oh non, on pensait pas ça, arrêtez. On veut, ouais. on veut du bien, on veut tout partager. » Alors qu'une semaine avant, c'était vraiment pas ça. Hein.
Ouais, il y a eu tentative de filouterie qui n'est pas passée pendant les fêtes. Et du coup, cette filouterie, elle a eu un effet très très négatif sur le cours du AAV. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant les fêtes, AAV a pris une belle calotte dans la gueule, clairement. Alors là, le prix s'est un peu repris, mais honnêtement, depuis septembre, c'est une catastrophe. Voilà. Et plus particulièrement ces dernières semaines. La majorité des altcoins, c'était dans ce délire-là aussi. Je crois que, en gros, c'était quand ils ont fait l'annonce, ça a fait perdre un truc de 15-20%, quand ils ont essayé de faire un peu le coup d'état. Mais on s'en serait bien passé, quand même. On s'en serait bien passé. Et du coup, AAV doit aller plus loin que la crypto, ça doit faire aussi de la finance traditionnelle, institutionnelle, etc. Il faut faire avancer le produit, il faut qu'on soit aligné et tout. Très très politique dans sa façon de s'exprimer. Du coup, l'ami Mark Zeller, il est monté au créneau direct. Il a dit c'est cool, très très belle posture, c'est bienvenu, mais il faut pas oublier que ces conneries de drama, ça nous a coûté 500 millions de capitalisation, et que c'est bien de parler dans la forme, mais il faut aussi discuter du fond. Et après, il y va très fort. Il explique qu'en fait, à chaque fois, quand il se passe quelque chose, ça met toujours la DAO dans une position de faiblesse. Il y a un rapport de force qui n'est pas du tout équitable, qui fait que en fait, c'est toujours Avara, AV Labs qui pilote un petit peu l'avenir d'AAV, quoi qu'on en dise, même s'il y a des décisions de gouvernance, que tout ne passe pas par la gouvernance ou alors dans des conditions qui ne sont pas forcément stables. Et donc, il dit que maintenant, c'est bon, il faut arrêter les conneries et que la DAO a besoin d'un système immunitaire contre cette dynamique toxique pour éviter de répéter à chaque fois le même cycle. Donc, ensuite, il le dit... En gros, les actifs stratégiques de la marque AAV et les passerelles, donc tout ce qui est interface, la marque AAV, tout ça, devraient être gérés par la DAO ou pour un véhicule détenu juridiquement par la DAO, et qu'ensuite la DAO peut très bien déléguer des tâches à Avara, sous un mandat opérationnel. Donc en gros, il le dit clairement, Stamy, t'es très gentil, c'est très poli ce que tu nous dis, c'est très appréciable, mais nous, on veut que la DAO, elle ait plus de pouvoir et que t'aies pas un pouvoir unilatéral entre la DAO et AV Labs et Avara. Voilà. Donc affaire à suivre, pour le moment, on est dans la discussion. Il n'y a pas eu 10 milliards de messages, mais tu as quand même pas mal de gens qui disent « Je suis d'accord avec Mark Zeller, je suis d'accord avec Mark Zeller, j'ai la même vision, tu vois, je suis d'accord avec Mark. » Donc vous pouvez suivre ça directement sur gouvernance.aav.com et on va avoir, je pense, tout courant janvier, des nouvelles à ce sujet-là. Donc pour le moment, vraiment affaire à suivre. Affaire à suivre sur ce que ça va donner. Ensuite, pour revenir sur les actualités, Ethereum a enfin solutionné le dilemme de la blockchain. Alors ce titre est très appétissant. Dans les faits, alors c'est partiellement vrai, parce que justement, c'était quoi le problème ? C'est quoi le dilemme de la blockchain ? C'est qu'à la base, c'était très difficile d'avoir une blockchain à la fois sécurisée, scalable, c'est-à-dire évolutive, et décentralisée. Et que quand on allait dans un sens, on avait tendance à faire des compromis sur l'autre. Et Ethereum 2.0 vient se placer au centre. Pourquoi ? Parce que justement, aujourd'hui, déjà, avec les IK Rollup et donc les IK EVM, on va être en capacité de vérifier des informations sans avoir à consulter tout l'historique dans sa globalité. On peut générer des preuves cryptographiques très petites d'un changement d'état, par exemple, sur un layer 2. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vérifié extrêmement rapidement. Et toujours dans la même logique, on a aussi le Data Availability Sampling. Donc, c'était déjà ce qui était proposé avec Celestia. C'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de télécharger toutes les données de la blockchain pour les vérifier. Tu peux en vérifier qu'une petite partie. Et si chacun en vérifie une petite partie, eh bien, de manière probabiliste, eh bien, en fait, tu as tout le monde qui aura vérifié une partie. Donc, on peut considérer que tout a été vérifié et que tout a été conforme. Tout ça, ça va permettre du coup, dans un avenir très proche, d'avoir beaucoup plus de décentralisation, puisque potentiellement, un téléphone portable va être capable de télécharger des données, de vérifier des preuves ZK, et que quand on a un besoin, du coup, de performance pure, on l'a vu, on peut offloader les performances sur un layer 2. C'est le cas avec Lighter, qui fait des milliers de transactions par seconde. Donc ça, je vous le montre à chaque émission, mais c'est important de le comprendre. C'est que là, maintenant, ce dilemme, il lui manque un élément. C'est pas la décentralisation, c'est pas la sécurité, c'est pas la scalabilité, c'est la composabilité, c'est l'atomicité, c'est l'interopérabilité, c'est le fait que tout fonctionne de concert. Parce que vous l'avez vu, pour le moment, ça se passe d'abord au niveau d'un layer 2, et tu as une petite latence, le temps que l'information, elle passe au layer 1 et que potentiellement ensuite, elle soit retransférée sur les autres layers 2. Donc, Ethereum n'est pas comme Solana ou comme Aptos ou Sui ou Hyperliquid. Tu as un état qui est différent entre le layer 1
et les différents Layer 2. Donc ça, c'est quelque chose qui va être solutionné dans les 2 à 3 prochaines années, avec justement une interopérabilité parfaite. Il y a un standard qui est en train d'être développé. Mais en tout cas, ça évolue. Donc, bonne nouvelle, l'activité sur Ethereum est en train d'exploser, avec notamment Lighter qui fait des milliers de transactions par seconde maintenant. Et ça va être le cas sur de nombreux autres Layer 2 qui vont potentiellement se créer ou qui vont s'améliorer en termes de bande passante au-dessus d'Ethereum. Donc Ethereum a résolu le dilemme. On a toujours la décentralisation et la sécurité grâce au Layer 1 Ethereum. Le dilemme, c'est le trilemme. Ouais. Le trilemme, pardon. Et on a, bien vu. Et on a la scalabilité maintenant qui est virtuellement illimitée grâce au Layer 2, grâce aux ZK EVM et aux autres ZK Rollup. Puisque, encore une fois, on n'est même plus tant limité par la bande passante disponible sur Ethereum, puisqu'on peut choisir de stocker avec plus ou moins de fréquence les lots de données qui sont générés sur ces rollups grâce au state diff. Donc voilà. Ensuite, décision MSCI du 15 janvier, les 3 scénarios qui menacent les trésoreries Bitcoin. Alors pour faire très court, le 15 janvier 2026, il y a une décision qui pourrait être déclenchée. En gros, la décision, ce serait de dire si tu as des entreprises qui ont pour la majeure partie de leur business des trésoreries en Bitcoin ou en Ethereum ou en d'autres crypto-monnaies, on pourrait considérer que ces business-là que ces entreprises-là ne soient plus intégrées à certains indices et à certains ETF. En gros, ce que fait MSCI, c'est des indices. Voilà. Toutes les entreprises type BlackRock, type Vanguard ou plein d'autres entreprises qui créent plein d'ETF, plein d'indices différents, si jamais les règles des indices MSCI changent à la suite de cette décision du 15 janvier, ils vont être obligés d'appliquer les nouvelles règles. Donc si par exemple, là, il y a un indice Capet, avec dans cet indice l'entreprise MicroStrategy, l'entreprise Treasury Reserve, Hyperliquid, machin, bidule truc, et que MSCI met à jour sa politique par rapport à ces entreprises et donc indique que ces entreprises doivent sortir de l'indice ou de l'ETF, moi, en tant qu'émetteur de ces indices ou ETF, je vais être obligé de sortir ces entreprises et donc de vendre mes actions de ces entreprises. Il pourrait y avoir une vente forcée qu'on estime à 15 milliards de dollars de vente forcée d'actions. Donc on ne parle pas de vente forcée de Bitcoin ou de vente forcée d'Ethereum ou autres crypto-monnaies directement, mais bien de vente forcée d'actions. Donc, on va avoir des nouvelles le 15 janvier. Soit c'est appliqué, ça va être un peu le bordel, ça va être bearish court terme. Soit c'est reporté, et c'est très probable, c'est-à-dire, attention, si vous appliquez tel quel, ça peut foutre le bordel, donc peut-être revoyez la décision ou supprimez-la, etc. Ou alors, c'est bon, on retire la décision parce que ça fout trop le bordel. Donc tout ça, on va le savoir très vite entre le 15 janvier et le 1er février. Ensuite, on en a parlé dans cette émission. Lighter qui a lancé son token, 25% de son supply a été alloué. Donc, sur une valorisation de quasiment 3 milliards de dollars, 25% du supply, ça fait quasiment 750 millions de dollars. Donc, ça fait quand même un très gros airdrop. C'est top 10 airdrop monde. C'est vrai que le marché n'est pas très bullish en ce moment, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un excellent airdrop. Il y a encore 25% du supply qui va être distribué avec d'autres saisons de points aux utilisateurs de Lighter pour essayer de continuer d'avoir de l'activité sur la plateforme. Il y a aussi 26% pour l'équipe, 24% pour les investisseurs. Et bien entendu, l'équipe ne débloque pas ses jetons tout de suite. Ils sont vestés 1 an avec un vesting linéaire sur 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir de la date de TGE, donc date du TGE du 30 décembre, il faut attendre 1 an. Donc, à partir du 30 décembre 2026, ils vont commencer à débloquer leurs jetons progressivement, et ce, pour les 3 années qui suivent. Donc, il va y avoir un déblocage dans les 4 prochaines années. D'ailleurs, ça va être intéressant pour les taxes de tout le monde d'avoir l'airdrop qui a été fait le 30 décembre. Ils auraient peut-être pu attendre l'année d'après, quoi. Ouais, clairement. J'ai vu plusieurs tweets à ce sujet. Il semblerait qu'il y a cette adresse qui appartient à Lighter, qui fait du très, 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 très léger buyback de Lighter. Voilà. Pour le coup, c'est très, très, très léger, puisqu'ils ont acheté pour 50 000 $ de lit. Voilà. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Désolé si vous avez tout écouté, on fait de la répétition. En fait, on n'a aucune visibilité sur ce qu'ils vont faire, par rapport aux revenus qu'ils génèrent, quelle proportion des revenus va servir à l'équipe, quelle proportion des revenus va servir au vol, quelle proportion du revenu va servir à des buybacks. On ne sait pas. Mais il y a juste un truc, donc il y en a pas mal qui... Tu peux regarder les levées de Lighter, s'il te plaît, sur CryptoRank ou je sais plus quoi. Ouais, bien sûr. En gros, l'argument, c'est des fois, c'est pas optimal de buyback parce que tu buyback le token à une valorisation qui est trop chère et du coup, il vaut mieux garder des revenus
pour acheter le token quand il est faible. Et aussi, l'autre argument, c'est ça sert à rien de mettre tout son argent dans des buybacks, fundraising, ouais. si derrière, c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser pour se développer. Oui et non, dans le sens où Lighter, ils ont quand même... Lighter, je crois qu'ils ont levé 68 millions, ouais. 68 millions, ils ont de quoi voir venir. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi ils le mettent pas dans le buyback. Mais en même temps, en fait, le problème de tout ça, quand tu réfléchis bien, c'est que dire on met 100% des revenus dans le buyback, ça veut dire que le jour où tu rétropédales, tu crées une déception de malade. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et l'autre point qui est dangereux aussi, c'est que oui, ils ont des private investors, quoi, qui ont autant que la commu, factuellement. Et qui sont rentrés à 1,5 milliard de valeur. Ce qui est pas si bas que ça, hein. C'est même plutôt haut. Ils sont même pas en x2, quoi. Et ils sont loqués. Ouais. Donc, moi, je donne pas cher de leur peau d'ici 1 ou 2 ans. Enfin, en tout cas, moi, c'est la question que je me pose. C'est s'ils arrivent pas à... En fait, Lighter, ils doivent absolument performer, parce qu'une fois que les private investors vont commencer à avoir leurs tokens qui vont se débloquer, c'est chaud. Ça va être comme dit YDX, hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, les buybacks, actuellement, disons, ils sont à 50 millions. Là, à la valeur actuelle, les investisseurs, ils ont 700 millions de dollars. Donc, si tu as un buyback à l'année de 50 millions, mais que tu as 700 millions de dollars d'investisseurs qui se débloquent, il va falloir 10 ans pour absorber la pression vendeuse des investisseurs, sachant que je parle même pas des tokens de la team. Et donc, mais après, bon, c'est impossible d'avoir des aussi bonnes tokenomics que HL, en fait. Mais alors, c'est vachement bien ce que tu as dit, Picsou, parce qu'en fait, tu as dit la chose naturellement. Je sais pas si les gens ont tiqué. Les maths sont très simples. Quand tu as 26% team, 24% investisseurs, c'est que tu as littéralement la moitié de ton supply qui peut partir en pression vendeuse. Donc, des centaines de millions de dollars de pression vendeuse. Voilà. Pour avoir la pression acheteuse en face, c'est chaud. Donc 1,3 milliard. Mais disons, tu divises ça fait, à la valeur actuelle, ça va faire genre 300 millions par an à partir de l'année prochaine. Donc, il faut que d'ici là, ils génèrent au moins autant, sinon le token va se faire exploser la gueule. Mais après, la team ne va pas vendre... Enfin, je pense pas qu'ils vont vendre comme des rats, mais les private investors, tu peux pas les en empêcher. Surtout qu'ils sont loqués et qu'ils ont dû investir il y a 1 an. Donc, non, c'est récent, les investissements. Regarde, CryptoRank, je retourne dessus, c'est très, très, très récent. Mais ils ont levé avant ça. Ils n'ont pas fait qu'une levée de 68 millions, je crois. Je crois qu'ils avaient déjà relevé. Moi, c'est la question que je me pose. C'est possible. En tout cas, CryptoRank l'a pas mis. C'est possible, ouais. Est-ce qu'ils ont fait comment avant ? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont Lighter, Crypto, Chainbroker ? Ouais, j'ai l'impression qu'ils ne mettent plus à jour leur site Chainbroker, c'est horrible. Bon, passons. En tout cas, c'est chaud. Un altcoin parmi beaucoup d'autres, potentiellement. Après, on peut se tromper, mais bon. Parce que ça reste quand même un mini chouchou Ethereum, tu vois. C'est quand même le L2 qui fait de l'activité on-chain actuellement, avec tu vois, c'est tendances, c'est du ZK roll-up, c'est machin. Mais en fait, c'est pas une question de tech. Ça n'a rien à voir avec la tech. Enfin, la tech non, mais moi, je te parle des Etherbros qui peuvent avoir un certain affect pour le projet. Après, pour les traders, les traders s'en branlent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai jamais critiqué la tech de Lighter. Juste pour être clair. Oui. Ici, c'est juste des maths, genre ça fait tant de revenus, il y a tant de jetons qui vont être débloqués. Voilà, quoi, c'est aussi simple que ça. Ensuite, Tether qui continue d'accumuler du BTC comme des zouaves, donc une nouvelle accumulation de 8900 BTC, pour porter leur trésorerie totale à 96 000 BTC, soit 8,8 milliards de dollars. Donc chaque trimestre, ils accumulent. En fait, 15% de leurs revenus sert à accumuler du BTC. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ce titre, transforme la dette américaine en Bitcoin, puisqu'ils prennent des dollars, ils les placent en dette américaine, ils font un yield dessus, ils utilisent ce yield, ils achètent du Bitcoin, qui est en fait un hedge justement contre la dévalorisation du dollar. Ils achètent de l'or surtout. C'est tellement smart, et de l'or aussi, tout à fait. C'est tellement smart de leur part. Beaucoup d'or. C'est un truc de malade. T'es déjà allé sur Bitcoin Richlist pour rigoler ? Ouais, j'avais été voir, mais il y a un moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un petit site où vous pouvez voir en fait les adresses seules qui possèdent le plus de Bitcoin, parce que vous pouvez très bien avoir plusieurs adresses qui vous appartiennent. Mais voilà, vous avez les plus grosses adresses,
Et en fait, vous voyez, c'est qui les plus gros? C'est Binance et encore Binance. On a déjà plus de 400 000 BTC ici. Ensuite, on a Robinhood. ETF Coinbase. Ils doivent être quelque part. Mais à mon avis, c'est scale sur plusieurs wallets. Mais en tout cas, Robinhood, je savais pas, Robinhood, Cold Wallet, 140 000 BTC, 12,8 milliards. Et ensuite, bah voilà, hein, Bitfinex, encore Bitfinex. Et le supply est vraiment bien distribué. Hein. Enfin, là, c'est vraiment... Parce qu'en fait, les wallets de Binance, c'est les clients de Binance, quoi. Mais, et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as 2000 wallets qui ont plus de 1000 BTC. En gros. C'est dingue. C'est assez chirurgical. 2004 wallets. Et vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous faites l'addition déjà... Et en gros, ils ont 50% du supply. C'est 2000 personnes qui ont 50% du supply, quoi. Ouais, 35%, ouais. 35,6%. Non, et dès 35 que tu passes plus 14, plus 3 en dessous. Je crois... Non, ça passe pas comme ça. C'est qu'en fait, eux, ils pèsent 3%. Ouais. Eux, ils pèsent du coup 14%. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Et ensuite, 36%. Et après, vous voyez déjà, toutes les adresses qui ont 100 wallets, on est déjà à 61% des BTC. Ah oui, donc tu as 2000 personnes qui ont un tiers des BTC. Enfin, 2000 personnes. Après, il y a des entreprises qui les détiennent et tout, donc c'est très compliqué de valoriser ça. Combien de BTC dans le monde disponible? Je vais dire ça, CoinMarketCap. Tu as 21 millions au total, mais actuellement en circulation, donc des bitcoins qui ont été minés. C'est 20 millions, ouais. 20 millions. On est quasiment à 20 millions, d'ailleurs. Putain. Ouais, mais il faut enlever les BTC perdus et tout aussi, d'ailleurs. Il y a toujours mais ça, on s'en branle. C'est les vrais minés, les maths minés, on est quasiment à 20 millions. Mais ça, c'est hyper bullish. Ça arrive quand, ça? C'est quand... c'est à quelle date le 20 millionième, excusez-moi les fautes, de BTC miné? Perplexity Pro, mon nouveau chouchou, hein, frérot. Entre le 12 et 15 mars 2026. Voilà. Alors pourquoi c'est approximatif? Pour ceux qui se posent la question technique. Parce qu'en fait, on mine un bitcoin à peu près toutes les 10 minutes, mais c'est pas exactement toutes les 10 minutes, ça dépend de la puissance sur le réseau. C'est-à-dire que si tu as énormément de mineurs qui se branchent avec de plus en plus de puissance de calcul, potentiellement on sera un petit peu en dessous des 10 minutes, donc ça peut arriver beaucoup plus vite. Si à l'inverse, tu as plein de mineurs qui débranchent les machines, comme c'est fait pour se réadapter à peu près toutes les 15 jours, et le temps que ça se réadapte, ça peut laguer un petit peu, ce qui fait qu'on a une plage entre 12 et 15 mars, ça dépend totalement du hash rate, Bitcoin sur le réseau. Si le hash rate augmente, on se rapproche du 12 mars. Si le hash rate baisse, on se rapproche du 15 mars. Ça ne veut pas charger d'ailleurs. Rate limit, ah ouais, je suis un spammer. Écoute, désolé, je voulais vous montrer quelque chose, je ne peux pas. Ensuite, Trump va nous lancer un troisième token. On peut dire troisième, ouais. Après le Trump, après le World Liberty Finance, après le Melania, nous avons un token de récompense. USD One. Bon, ça, c'est pas grave. Par contre, cette fois, ce ne sera pas un token spéculatif. Et le WLFI. Je l'ai dit. Ce sera un token qu'on ne peut pas échanger. Voilà, c'est un token. C'est un peu un espèce de soulbound token pour les actionnaires pour leur donner des accès exclusifs en partenariat avec Crypto.com, potentiellement sur la blockchain Chronos, parce que pour ceux qui ne le savent pas... Si on voit mon écran. Ça m'a fait penser à... Il y a un mec qui avait tweeté ce même, genre vraiment, le mec qui vient milquer le mec qui vient milquer sa vache encore et qui en peut plus, qui est ah oui. Je continue. Du coup, écoute, en fait, je continue. C'est tout bon. C'est tout bon pour les actualités. Donc, j'avais pas noté grand-chose cette semaine en termes de fonda. Pas parce que j'ai la flemme, mes potes. Si, t'as l'unlock hyper liquide, voilà, qui arrive le 6 janvier. Si tu veux en parler 2 secondes. T'as également, le scaling d'Ethereum. Ouais, juste sur l'unlock hyper liquide. En gros, il y a la fondation qui ont dit que les unlocks, ce serait tous les 6 du mois. 6 du mois, ouais. Tous les 6 du mois. Du coup, voilà, 1,2 million de tokens qui se débloquent. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Calendrier du mois. On a effectivement Ethereum qui va activer le nouveau scaling de ces Layer 2. Donc, je vous en avais parlé dans plusieurs émissions. En gros, on a eu début décembre, le 3 décembre, la mise à jour Ethereum Fusaka. On a eu une première étape d'amélioration des performances d'Ethereum pour les Layer 2. Et là, on va avoir une deuxième étape le 7 janvier. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, là, actuellement, on a 10 blobs en moyenne, max 15 blobs. On va passer à 14 blobs en moyenne, max 21. C'est-à-dire que les roll-up vont pouvoir poster de plus en plus de données sur Ethereum et donc vont être en capacité d'éponger de plus en plus de demandes. Alors forcément, en ce moment, le marché est calme
Par contre, cette fois, ça veut dire que si jamais le marché se réexcite un bon coup, on ne devrait pas avoir d'explosion des frais, déjà, première chose. Et deuxième chose, ce serait censé éponger la demande beaucoup plus facilement. Voilà, et c'est à peu près tout. Pardon, j'ai quand même des petits trucs. Alors, on a Extended qui annonce vouloir répartir une majeure partie de ses revenus pour faire évoluer le token. Donc l'idée, ce serait de donner une répartition un peu pour l'équipe pour payer les 10 employés environ et après une grosse partie pour acheter le jeton. Ils ont profité aussi pour taper sur Lighter, je sais pas si t'as vu, ils ont dit nous il n'y a pas de secret allocation, je sais pas quoi. Ah oui. Vous avez vu ça? Ça, je l'ai pas vu. En gros, ils ont dit il n'y a pas de secret allocation comme le mec qui a déposé 5ème pendant 9 mois là. Ils ont dit tous les points c'est la commune. Voilà, alors je vais vous parler de buyback et encore buyback. En gros, on a Helium qui est rentré dans cette méta buyback qui le regrette parce qu'ils ont dépensé une somme astronomique pour acheter leur jeton pour qu'au final le jeton se pète la gueule. Donc ils ont dit franchement, c'était pas l'idée de l'année, donc on va sûrement arrêter et on va tout simplement réutiliser ces fonds pour payer des développements. Ce qui a lancé la discussion pour Jupiter, qui fait une grosse partie du buyback en jupe, en disant est-ce que ce serait pas mieux d'utiliser ces 70 millions qui ont été utilisés pour buyback pour plutôt faire des incitations et s'en servir pour l'équipe. Donc pour le moment, la discussion est ouverte. Ensuite, en fait, juste par rapport au buyback, il faut aussi arrêter de se foutre de la gueule des gens en mode ça marche pas. Alors oui, peut-être que ça peut ne pas marcher, mais la réalité aussi, c'est qu'ils disent ça marche pas, mais en même temps, t'as les investisseurs qui débloquent leurs jetons, t'as la team qui débloque leurs jetons et qui vendent, et au final, genre, ça dépasse la pression acheteuse du buyback. Donc, je trouve que c'est un peu culotté de dire ça marche pas. Et aussi, ça peut ne pas marcher quand les revenus sont trop faibles par rapport à la valorisation du projet et que ça buyback pas assez, pas une assez grande partie du supply. C'est aussi ça la différence, c'est que évidemment si tu fais 100% buyback mais que t'es valorisé à 1 milliard et que t'as 10 millions de buyback à l'année, ça va avoir zéro impact ou très peu, tu vois. Il y en a une dit, il boit quoi, la capette, il est retombé. Je bois de l'eau, frérot. Fous-moi la paix. Mais c'est ça, c'est qu'en fait les équipes elles se débloquent des jetons de malades, donc ça vit. C'est 50% team, 50% communauté. 50% team, déjà c'est énorme, donc forcément compliqué. Voilà, ensuite le fameux cycle de 4 heures sur Bitcoin est finito. Pour la première fois, on n'a pas 3 années dans le vert, 1 année dans le rouge. On a fait seulement 2 années dans le vert et une petite année dans le rouge. Donc c'est la fin du cycle de 4 ans. Maintenant, peut-être que justement, parce qu'on a fait un 2025 dans le rouge, on va peut-être faire une année 2026 dans le vert. En vrai, à ne pas prendre pour argent comptant, qu'on se le dise. Mais ça ferait plaisir, voilà. Et je me suis renseigné vite fait sur CoSwap parce que je voyais que tout le monde utilisait CoSwap pour faire des buybacks, pour automatiser des buybacks. C'est notamment le cas de WLFI. On voit qu'AAV, ils font ça, qui bossent aussi avec CoSwap et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que CoSwap, c'est un produit qui est extrêmement utilisé, avec un jeton dont on ne voit pas trop l'utilité. Et ce serait peut-être un sujet du buyback ou de renforcer l'utilité du jeton de CoSwap, parce que c'est une vraie cash machine, mais le jeton, il pue de malade. Encore une fois. Et d'ailleurs, il y a Ondo qui tokenise les stocks et tout, et il y avait des gens qui mettaient des screens comme quoi on pouvait acheter genre des actions tokenisées via CoSwap et d'autres AMM, évidemment, d'autres endroits qui agrègent la liquidité, avec très très peu de spread ou de slippage sur les heures ouvertes du marché. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, en gros, de ce que je comprends, en fait, quand tu achètes des stocks tokenisés Ondo, en gros, ils te permettent, quand tu veux acheter, en fait, eux, ils vont aller piocher dans la liquidité du marché en temps réel et ensuite te donner les jetons pour avoir un impact minimum, en fait, et éviter d'avoir trop de gens qui doivent apporter de la liquidité. Donc, en fait, de ce que je comprends, Ondo sert un peu à fluidifier et mieux pricer, en fait, ces tokens-là, éviter de te retrouver avec des stocks on-chain, mais qui sont totalement liquides, quoi. Évidemment. Putain, ça fait quasiment 2 heures qu'on est live. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait une grosse émission. On a dit plein de choses et j'ai l'impression qu'on a dit plein de choses intéressantes. Ouais, on a forcément pas mal de choses à se raconter. On va beaucoup vous parler d'IA naturellement. Et ce n'est que le début, parce que là, je pense vraiment que cette histoire de vibe coding, il va y avoir des trucs de fous qui vont sortir. Ça va être une pépite. Et si ça peut profiter au marché crypto, c'est encore mieux. Mais là, j'ai un petit peu plus de réserve à court moyen terme.
Vous avez des questions dans le chat ou pas? Prédiction BTC en 2026. Est-ce qu'on fait un ATH BTC en 2026? Franchement, moi, je pense que oui. C'est carrément possible. Moi, je pense aussi. Parce qu'on est à 90. On est à 90. L'ATH, c'est quoi? C'est 125? 126. On est à 28% d'ATH. Franchement, ça se fait. Hein. Alors, est-ce que les altcoins vont suivre? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que les altcoins reprennent des couleurs en 2026? 50-50. Franchement, 50-50. Ça pourrait partir très vite, comme on pourrait se faire chier pendant des mois et ça part cet été ou en fin d'année. Franchement, 50-50 pour moi. Ouais. Peut-être que je peux vous parler vite fait AT rapidement. Attends, j'enlève ton screen. Tu as pioché l'Ether ou pas? Non, moi j'ai mes Ethers et le reste je suis en stable et je touche pas. Ouais, bah BTC, écoutez, on rebondit sur les 38%, le trait rouge ici. Les EMA en 3 jours n'ont toujours pas croisé à la hausse, mais en daily, en 2 jours, les EMA qui nous servaient plutôt de résistance jusqu'à maintenant ou de support sur les montées sont en train d'être flip à la hausse. Et surtout que ça fait 1 mois et demi qu'on range, la volatilité s'est grave aplatie, ça a grave baissé. Et moi, je cherche à me repositionner. Après, pour l'instant, j'ai toujours pas franchi l'étape. J'ai essayé plusieurs fois, mais sans vraiment réussir. Donc, je surveille un petit peu sur BTC. En fait, moi, ce qui m'embête et ce qui m'a empêché aussi pas mal de sauter le pas récemment, très récemment, c'est que c'était les fêtes et que, en fait, le marché des traditionnels a été fermé pendant un bon moment. Donc voilà, BTC, je suis pas encore convaincu qu'on a un bottom, mais ça commence à beaucoup plus y ressembler. En fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est le fait qu'on ait laissé ça, en fait. Genre, solo, tout ça. Ça, c'est pas chassé. Pareil, solo. Donc, en fait, t'as des sortes de poches de liquidité ici et ici qu'on n'a pas été chercher. Et en vrai, ça me fait un petit peu chier. Si on avait été les chercher, qu'on aurait rebondi, là, je me serais dit, ouais, franchement, il y a très, très grand moyen, il y a un bottom. Là, le problème, c'est que, en fait, la chart a une meilleure gueule, mais le fait qu'on n'ait pas été chasser tous les lots qui sont ici, je sais pas, ça me donne pas énormément de confiance. Je préfère largement quand on a des chasses, genre ici par exemple, ici c'était vraiment clean. Pourquoi? Parce qu'on avait accumulé des lots et on avait un gros niveau de support ici et on a été chasser tous ces lots et ensuite on a été récupérer le niveau de support et après tu pouvais te dire bah je me positionne ici ou ici, je sais pas, je mets mon SL en dessous et je vise plus haut et c'est ce que j'avais fait à l'époque. Mais là j'ai l'impression que le scénario il est beaucoup moins clair parce qu'en fait ça me donne envie d'acheter, mais en même temps il y a quand même ces lots à chasser. Et je suis un peu embêté, je crois qu'il y avait Snowball qui disait un peu la même chose sur Twitter. Après, BNB, par contre, je suis un peu plus convaincu. BNB qui est plutôt clean, on essaye de faire un W en weekly. On est sur les EMA 9-18 ici en mensuel. En hebdomadaire ou 2 semaines, on est dans une zone qui est assez intéressante. 61-70% de retracement depuis ce bottom-là jusqu'à la hausse, donc tout ce mouvement-là. Donc pour moi, ça commence à être intéressant. Pump Fun, je regardais pour en acheter quand on était à 19. On est à 23, mais j'en ai toujours pas acheté parce que je trouvais les buybacks cool. Mais en fait, je suis pas encore 100% convaincu sur BTC. Hype, ça commence à dessiner quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais pareil, j'ai pas encore. En fait, tant que j'ai pas une vision ultra claire sur BTC, ça casse les couilles pour tout le reste, en fait. C'est ça la réalité. C'est que j'ai pas l'esprit très très clair sur BTC à cause des lots qu'on a laissés. Du coup, j'ai peur d'acheter, que ça se retourne, qu'on aille chercher les lots, et qu'ensuite, soit on ait une continuation baissière, soit qu'on ait vraiment le bottom, mais que je suis dans une phase où je suis pas très à l'aise avec est-ce que je reste dedans, est-ce que je sors ou quoi. Et j'ai pas trop envie de me faire trap. Donc voilà, Ether, c'est un peu la même chose. Donc pour l'instant, je patiente en fait, et je fais farmer mes stables. Et il y avait des opportunités de farmer les stables qui sont plutôt cool. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent le NUSD et le SNUSD de Neutral. Sur Pendle, j'ai acheté des PT qui me rapportent 14% sur les 2 prochains mois. Donc ça, c'est plutôt cool. Liminal, pareil, il y avait des PT autour des 8%. Donc j'arrive à me garantir entre 8 et 14% sur mes stables. Sur les 2 prochains mois, il y avait USDI aussi, comme le dit dans le chat. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Pas de delta neutre pour farmer avec tes stabs bas. Je l'ai fait, mais le truc, c'est qu'en ce moment, les rendements en funding pur, ils sont plus faibles, en fait. Vu que le marché est moins greedy et moins bullish, les fundings sont assez plats. Donc, je préfère me garantir du yield via les PT, Pendle, etc.
Mais c'est assez intéressant. Et sinon, j'ai hâte que le portfolio margin puisse... j'ai hâte que le portfolio margin puisse scale sur HL, parce que du coup, tu pourras farmer genre beaucoup plus les funding avec moins de capital, enfin, ou farmer beaucoup plus avec le même capital. Donc c'est plutôt cool. Puis toi, tu es comment au niveau mental en stable, sachant que c'est bearish DXY? En vrai, je m'en branle. Moi, j'ai fait les sous de mon cycle et je veux être sûr d'avoir des bonnes opportunités pour me placer. Je suis plus dans la recherche du gain absolu pour ce cycle-là. En même temps, j'ai pas envie d'être sideline, mais j'ai pas envie de prendre des risques pour prendre des risques, surtout dans un marché qui est assez piégeux dernièrement. Ouais. Donc, en delta neutral, nous, on fait du plus 20% sur USDC. Oui, mais pas avec de la size et sur des paires exotiques. Mais le problème, c'est que dès que tu veux commencer à 20%, tu fais rarement du 20% sur du BTC ou de l'ETR en delta neutral en ce moment, même leveragé. Et tu peux avoir des opportunités qui sont plus intéressantes. Mais bon, c'est des paires qui sont moins liquides, et du coup, moi, j'ai besoin de déployer beaucoup de size pour que ça ait du sens, sinon ça n'a plus aucun intérêt pour moi. Sur de l'arbitrage de funding rates, ah oui, tu veux dire long sur une plateforme et short sur une autre, ou un truc comme ça? Tout via produits dérivés sans spot, ouais, mais je sais pas, moi je j'ai pas trop touché à ça. Puis il faut voir aussi entre la performance qu'on t'affiche et la performance qui est réelle. T'as aussi les spreads qui peuvent t'impacter à court terme. Donc voilà. Et côté stock US et tout, bah moi j'achète toujours du LVMH et j'achète toujours du S&P 500 un peu. Et puis tout le reste j'ai gardé. J'ai pas mal de Tesla aussi qui a baissé, qui m'a fait perdre de l'argent pour l'instant, mais je hold toujours. Et voilà. Je sens qu'Apple tu peux mettre la charte Apple et dire ce que tu en penses d'un point de vue purement price action. Bah, je sais pas, c'est Apple ni quoi. Ouais, je sais pas. Enfin, je peux pas acheter ça là. Parce que fondamentalement, ils ont sorti du matos où pour faire de l'IA en local, c'est les kings de malades. Parce que beaucoup de VRAM, beaucoup de RAM, et il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'IA en local avec Apple, ouais. De toute façon, les stocks à droite que vous voyez dans ma liste là, c'est ce que je détiens. Enfin, c'est les stocks que j'ai. Mais j'ai pas acheté ça récemment, quoi. Ça fait des mois ou plus d'un an que j'ai ça, quoi. Même Google, j'avais pris un x3 dessus. x2,5, x3. Ouais, les stocks, moi j'ai pas assez de temps à consacrer actuellement pour vraiment faire du stock picking, donc je vais soit sur des grosses valeurs, soit sur des indices, en gros. Mais ça revient à investir plus ou moins dans la même chose. Et après, c'est le max set, quoi. Maintenant, mais moi, par contre, je trade les stocks, enfin les gros stocks ou les gros indices sur le HIP3, enfin sur les HIP3, notamment celui de Unit, enfin Trade XYZ. T'as pas d'umplit. La partie crypto, c'est pas des cryptos que je détiens parce que j'ai quasiment rien. Et si lit, du coup, j'ai tout vendu TGE. T'as tout seul sur stratégie? Non, j'ai tout hold. Tu t'es intéressé un peu à tout ce qui est IA qui tourne en local ou pas du tout, Léo? Non, je me suis fait la réflexion il y a 2 semaines. N'hésite pas d'ailleurs. Et là, je vais m'acheter une nouvelle machine, donc je réfléchis aussi à ça. Le sujet. Parce qu'en gros, je comprends beaucoup mieux le sujet déjà de la RAM, tu vois, le pourquoi tout le monde se rue sur la RAM. Parce que tu vois, typiquement, tu as plein de modèles très performants, comme là, qui est sorti récemment, JLM 4.7, ce genre de truc, où il faut une très grosse carte graphique, ou alors plusieurs cartes graphiques en série. Et si tu manques encore de mémoire vidéo sur ta carte graphique, par exemple, une RTX 4090, tu as 24 Go. Et peut-être qu'il t'en faut 100 ou 150 pour un modèle. Donc, pour compenser, tu peux acheter de la RAM, clipser ta RAM sur ta carte mère et faire passer ton modèle un bout sur la RAM de ta carte graphique et le reste en RAM système sur de la RAM classique, tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait que les gars, ils se ruent sur la RAM pour faire bosser des gros modèles en local. Parce que comme ça peut coûter très très vite, très cher en token d'envoyer du cloud à gogo et tout, des fois, ça peut être plus intéressant de faire tourner par exemple du GLM. En plus, tu peux tweaker le modèle comme tu veux. Ça pulse à mort en termes de tokens par seconde. Donc, t'as là les gens qui kiffent. Ça. Il y a intérêt à avoir du BTC et du stratégie. Stratégie, c'est plus un achat en mode divertissement, quoi. Vu que je pense que BTC va aller très haut, long terme, et que stratégie, c'est un peu un leverage bait, c'est cool. Après, le problème, c'est que s'ils se font sortir du MSCI et qu'ils passent en dessous de 1 NAV, enfin, avec le ratio avec la NAV, et qu'ils sont forcés de vendre, etc., ça peut être vite cataclysmique.
Donc voilà, moi j'ai juste gardé ce que j'ai vendu pour pas vendre à perte là actuellement. Et j'en avais racheté un petit peu, je crois, il y a 3 semaines ou un mois, un truc comme ça. Et voilà, je garde, quoi. On verra bien ce que ça donne. Bah écoutez les potes, je pense qu'on rentre dans le format. 2 heures de stream. J'espère que vous aurez kiffé. Et Capet, je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, mot de la fin, merci encore une fois à Bitpanda de soutenir l'émission. Vous avez les liens utiles en description, en commentaire épinglé si vous voulez créer un compte. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour suivre l'émission chaque semaine. Vous êtes toujours les bienvenus sur nos Discord respectifs pour discuter du marché un peu plus en temps réel. En tout cas, moi je suis très actif sur le mien. Et on va continuer de parler du marché. On va continuer de parler d'IA aussi, parce que je pense que c'est un peu la fusion entre les deux qui va nous occuper cette année. Parce que les fondamentaux en crypto, ça ne s'invente pas. En fait, si le marché n'est pas dans le vert tout le temps, les projets ne sortent pas de grosses annonces. Donc, nous, en tant que média, on est un peu limité, quoi. Léo, il va vous parler de Perpdex, il va vous parler d'Hyperliquid. Moi, je vais regarder Solana et compagnie. Mais je ne vais pas vous faire une émission d'1 heure pour vous dire, voilà, Solana, si Dieu le veut, on a Firedancer et machin et bidule les trucs, quoi. On se fait vite chier. Donc on parle plus de finances traditionnelles. Je pense qu'on parlera de plus en plus de finances traditionnelles sur cette émission, en plus du reste. Donc j'espère que vous êtes OK avec ça. Merci en tout cas, Léo, pour cette émission. Et on se retrouve très vite sur Twitch et sur YouTube. Ciao tout le monde. Tchuss les potes.